Merci de votre présence. On parle toujours pendant 3 jours d'intelligence artificielle. Le digital et l'intelligence artificielle révolutionnent les chaînes de valeur des métiers, révolutionnent notre économie, notre société avec un grand S, vos sociétés, dans la filière du BTP et des économistes de la construction. On va parler de ce sujet, de ces sujets clés avec nos invités prestigieux. Amal El Fallah Seghrouchni, qui est professeure à la Sorbonne, chercheuse en IA, reconnue, qui publie des travaux, qui participe à des conférences distinguées dans le monde entier. Philippe de Sertine, qui est aussi professeur à la Sorbonne, mais dans un autre domaine, qui est économiste, pas de la construction, mais économiste, qui est spécialiste de la dette, des finances, des politiques publiques, qui avait prévu la crise de 2007, très réellement, qui s'est toujours intéressé à l'innovation, et là il s'agit d'innovation avec un grand I, qui est conférencier et essayiste. Alain Mogard, qui est président de Calibat et qui co-dirige le groupe de réflexion Bâtiment Responsable 2020-2050. Yves Lafaucrière, qui est président du plan BIM 2022, qui prend le relais du plan de transition numérique du bâtiment, PTNB, qui est l'ancien président dirigeant de Paris Habitat et de Immobilière 3F. Pascal Asselin, la puissance invitante, qui a voulu ce congrès sur l'IA, tant les enjeux que cela revêt sont importants, dirigeant lui-même d'entreprises économistes de la construction et assez sensible au bouleversement du digital dans l'économie et dans la filière du BTP. Bien évidemment, c'est interactif puisqu'on parle de numérique, de digital et d'intelligence artificielle, donc vous intervenez quand vous le souhaitez. Amal El Fallah Seghrouchni, Philippe de Sertine, chercheur en IA, respectivement, et économiste, quelles sont votre définition de l'IA? Parce que c'est un sujet galvaudé dont parfois tout le monde parle sans en connaître vraiment la définition. Comment vous définiriez, à titre professionnel et aussi personnel, parce qu'on va parler beaucoup d'humains, l'intelligence artificielle, Amal et Philippe, pour commencer cette conférence? J'ai l'honneur de commencer, donc. Merci beaucoup pour cette invitation et je suis vraiment touchée d'être là ce soir. Donc moi, je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis très longtemps et à l'époque, c'était presque tabou. Et je dirais que quand l'intelligence artificielle a commencé en 1956, rassurez-vous, j'étais pas née, mais les chercheurs en IA à l'époque se cachaient. C'était quelque chose qu'on n'avouait pas parce que le mot artificiel faisait peur. Donc, je ne vais pas revenir aussi loin, mais je dirais qu'aujourd'hui, une définition qui peut être plus ou moins agréée par tout le monde, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une science et une ingénierie qui permet de résoudre des problèmes à la façon humaine. Par là, j'entends que l'intelligence artificielle va essayer de résoudre des problèmes plus ou moins génériques, en utilisant des données des fois, mais des fois avec très peu de données, des problèmes comme si c'était l'humain qui les résolvait. Et quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est que lorsqu'on a commencé à réfléchir en 1956 à l'intelligence artificielle, l'idée c'était justement de réfléchir, de résoudre comme l'humain, c'est-à-dire de ne pas résoudre les problèmes en les mettant en équation. Donc on sortait des paradigmes mathématiques et on introduisait des règles d'expertise et on allait plus loin, on introduisait ce qu'on appelait au début de l'IA les heuristiques. Une heuristique, c'est par définition lorsqu'on ne sait pas résoudre de façon exacte un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tâtonner un peu, on va faire du chaînage avant, on va faire du chaînage arrière, on va faire de l'exploration en largeur, en profondeur, etc. Donc l'IA, par essence, c'est une science empirique. On fait beaucoup d'essais. On n'est pas dans l'intelligence artificielle d'aujourd'hui où on va aligner des algorithmes et des algorithmes sur des données et des données. Donc moi, je tiens à préciser ce soir qu'en tant que chercheuse en intelligence artificielle, je sais que la donnée, c'est très important, mais ça reste pour moi le carburant de l'intelligence artificielle. J'insiste là-dessus parce qu'il y a un amalgame assez dominant aujourd'hui. IA, data, big data, on ne sait plus tellement où on habite. Hors noir. Non. IA, big data, data hors noir, le pétrole. L'IA, aujourd'hui, c'est... Ça a toujours été, hein, c'est l'essence même de l'intelligence artificielle, c'est comment reproduire les processus cognitifs mentaux de l'humain. Comment est-ce que l'humain, face à une situation complexe, va essayer de trouver une solution. Et lorsque Turing a introduit le test de Turing,
C'était pour dire, la base même du test de Turing, c'est quoi? C'est que vous mettez quelqu'un face à une machine, il interagit avec la machine, et à la fin, il n'est pas tellement sûr si derrière cette machine, il y a un humain ou pas. Donc lorsqu'on disait, lorsqu'un programme passait le test de Turing, c'est qu'on était capable de tromper la machine, pas de tromper l'humain en se faisant passer par un... Le génial Turing nous a permis de gagner la guerre. Voilà. Qui a perçu les codes des Allemands. Mais je pense que j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure. Mais c'est intéressant parce que c'est une définition de chercheuse. Nous, quand on parle de data, c'est peut-être sous l'angle un peu marchand, résultante. Et alors, votre angle professionnel, personnel, mais d'économiste, de sociologue aussi, parce que souvent, les problématiques que vous traitez, quelle serait votre définition qui est forcément des points communs, mais avec des points de différence par rapport à Amal? Donc, bonjour à toutes et à tous, vraiment ravi d'être aujourd'hui parmi vous ici, dans un gros débat avec un président qui va nous commenter. Donc les grands débats, c'est une marque déposée maintenant. Hein. Donc, voilà. Il n'était pas trop en risque, mais... oui, oui. Donc pour compléter la définition que vient donner Amal, à laquelle je suis totalement d'accord, de toute façon je peux faire... pas autre chose, parce que c'est Amal, la grande spécialiste de l'intelligence artificielle. Je crois vraiment, nous, quand on le replace par rapport à notamment l'histoire économique et peut-être l'histoire tout court, vraiment en allant très très vite, mais quand même en disant l'humanité actuellement est confrontée à un immense défi, et d'ailleurs les humains s'en rendent compte, y compris les jeunes humains, qui s'appelle le dérèglement climatique. Et pour aller très vite, le dérèglement climatique va supposer que nous changions un logiciel capital qui est le logiciel économique. C'est-à-dire, en clair, notre modèle économique doit changer parce que le modèle économique qui est le nôtre a été conçu pour 500 millions d'Occidentaux, si je vais vite, après la Seconde Guerre mondiale, et que nous sommes maintenant 7 milliards 700 millions sur la Terre cette année. On va passer les 700 milliards, 777, 760 cette année, et qu'on va allègrement sur les 8, 9, 10 milliards. Donc il faut qu'on change de logiciel économique, et ça, c'est arrivé très rarement dans l'histoire, sauf quand vous avez une rupture technologique, ce qu'on appelle une révolution industrielle. Vous voyez, ça fait maintenant 3 sommets de Davos, que vous avez le démarrage du sommet de Davos qui est très pessimiste parce que c'est en général la présentation par le FMI de la situation économique et géopolitique, et en ce moment, ce n'est pas forcément réjouissant, même quand c'est Madame Lagarde qui le fait. Et à la fin, tout le temps, on dit « oui, mais rassurez-vous, ça y est, il y a la 4e révolution industrielle qui commence ». Et cette révolution-là, ou cette rupture technologique, c'est la première qui n'est pas d'essence énergétique, mais qui provient, on va dire, de la science mathématique. Ouais. Et vous voyez, alors, on va dire, et c'est pour ça que dans le titre, à mon avis, c'est très bien, c'est la première marche, qui a commencé grosso modo il y a 10 ans, c'est le digital. La deuxième marche, c'est l'intelligence artificielle, qui est une science qui existe comme le digital. Ça existe, l'informatique, ça existe depuis longtemps. Mais sauf que là, non, on est dans quelque chose qui va structurer, changer vraiment la société humaine, et la changer maintenant probablement avec cette finalité en disant on doit changer de modèle. On peut dire, vous voyez que le digital, c'est le début de la révolution, mais au fond, on changeait, il fallait qu'on ait un nouveau téléphone, une tablette, etc. Dans toutes les professions, on disait maintenant, il faut que vous ayez des tablettes. Mais au fond, pourquoi? On ne savait pas trop. Maintenant, de plus en plus, on sait. Parce qu'il faut qu'on invente un modèle qui soit un modèle plus sobre et qui marche du point de vue mondial. Donc je crois vraiment, vous voyez, il faut poser ça quand même, c'est-à-dire que votre profession... Changement de paradigme. Voilà, votre profession, elle est confrontée à ce changement de paradigme comme toutes les professions, comme toutes les activités humaines. Et parce qu'il n'y a pas le choix, et parce qu'on pourrait avoir à notre place la petite Ingrid de 14 ans, suédoise, que vous connaissez tous, qui est en train de dire... Nous, les jeunes, très jeunes générations, on vous dit toc toc, dépêchez-vous, vous devez changer. Donc là, l'intelligence artificielle, c'est la deuxième marche qui permet vraiment d'envisager des changements profonds dans l'activité. Donc on ne va pas pouvoir en faire l'économie. Alors après, quand on est en train de comparer aux autres grandes ruptures qui sont produites dans l'histoire, on dit souvent l'intelligence artificielle peut être considérée comme ce qu'on appelle en économie General Purpose Technology, une technologie multi-usage. Si on regarde la deuxième révolution industrielle, ça a été notamment celle de l'électricité. L'électricité, c'est typiquement ça. C'est-à-dire, vous voyez, l'électricité, ça faisait longtemps qu'on l'a représentée, mais tout d'un coup, quand on va commencer à la mettre dans l'économie, au début, ça vous met des ampoules, puis des réfrigérateurs, puis des toits, puis des TGV, puis en fait, vous l'avez partout. Et donc, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en soi... Ça inonde. Voilà. Ça inonde. Mais en soi, ce n'est pas un truc forcément révolutionnaire, comme vous le disiez Amal à juste titre. En fait, l'intelligence artificielle, quand les gens vous disent c'est la grande nouveauté, ils vous disent mais non, la grande nouveauté, ça fait des années en fait qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. Les systèmes experts. Exactement. Hein, mais effectivement, on est dans quelque chose là qui devient un moteur de changement incroyable, notamment effectivement dans des secteurs comme celui de la construction. Alors, pour rajouter juste par rapport à ce que disait Amal, donc
tout à fait, pour reprendre ce qu'elle disait, je crois que par rapport à l'esprit humain, ce qui est très important, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une solution, une approche apprenante. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de modifier, bouleverser, regarder, affiner ce qu'on est en train d'observer. Donc ça veut dire effectivement, oui, c'est pas la perfection. Collaborative aussi. Voilà, c'est pas la perfection tout de suite. C'est dire au contraire, plus je nourris la procédure que j'ai mise en œuvre. Donc, par exemple, en médecine, moi, on travaille beaucoup sur l'agriculture, sur ces questions-là. Dans la construction, on va avoir exactement la même chose. Plus vous êtes en train de dire, bon, bah, j'ai fonctionné comme ça en analysant à partir de données. Il est évident que là, l'une des grandes avancées qui nous permet cette évolution, c'est la maîtrise des big data, la maîtrise des données massives. Donc, la force des algorithmes qui permettent ça. Mais vous voyez, par exemple, j'étais avec quelqu'un qui s'appelle Philippe Pourilski, qui était celui qui était en charge de la chaire au Collège de France, immunologie. C'est un mathématicien, polytechnicien, qui est sur l'immunologie, sur la génétique. Il a participé au décryptage du génome humain. Vous voyez, c'est-à-dire les mathématiques sont au cœur de l'évolution de la science. Ouais. Et lui, ce qu'il nous dit en ce moment, c'est qu'il nous dit on a de plus en plus de data du point de vue de la génétique, mais les algorithmes sont insuffisants. Là, on a besoin de recherche fondamentale en maths parce que plus ça va, plus on va pouvoir aller loin, mais on va dire le moteur, il ne marche pas assez vite. Donc là, on revient effectivement à une science qui existe depuis très longtemps, mais sur laquelle on doit avoir des évolutions par rapport à ces afflux de data. Et donc, c'est absolument passionnant, absolument enthousiasmant, mais surtout ce dont on doit avoir conscience, c'est que ça peut vous faire changer totalement vos processus, ça peut faire changer totalement les chaînes de valeur. C'est le principe d'une révolution industrielle ou d'une rupture technologique. C'est enthousiasmant, mais ça signifie aussi que si on est rétif, si on dit, ah non, moi, l'électricité, jamais, hein, excusez-moi, j'ai des chevaux, ça marche bien. Oui, ben non, mais là, très, très vite, tu vas être hors jeu. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment utile par rapport à ce que tu veux faire? Non, peut-être pas, peut-être oui. Mais en tout cas, tu dois te dire que ta logique, c'est de te mettre dans la posture où véritablement, s'il y a quelque chose qui se passe, je vais pouvoir l'intégrer. Je suis long dans ma définition. Non, mais parce que dans ce que vous... Non, parce que... C'est l'infini, hein, l'IA, mais parce que dans ce que vous dites, ou alors c'est moi qui interprète mal entre les lignes, de façon induite, non, je pense pas non plus, mais de façon induite, on pourrait se dire que est-ce que cette révolution, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on ne la maîtrise pas, contrairement à la révolution agricole, industrielle, où il y avait un domaine applicatif? Là, j'interprète, là, est-ce qu'il y a un risque où c'est la machine qui s'emballe, en fait? Je repasse la parole tout de suite à Amal. Vraiment, en termes historiques. J'ai traduit ça comme ça, mais je peux surinterpréter. Tout le monde va dire. Tout le monde va parler de ça, y compris d'ailleurs quand c'est sur la génétique, ou y compris la construction. Vraiment, le principe absolu, c'est que quand vous êtes avec des ruptures, tout le monde a peur. En disant, ah bah oui, mais c'était... Moi, je connais un truc, et là, je sens que ça ne va plus être valable. Mais j'ai aucune peur. Non, mais si, oui, quand vous dites la crainte, ça revient à la peur. Est-ce qu'on... Non, mais quand vous dites on ne la maîtrise pas, ça revient à ça. Non, mais parce que finalement, les algorithmes vont pouvoir être auto-générés à un moment donné, aussi par la machine elle-même. Oui, mais c'est, vous voyez, quand la première fois, donc je reviens à la première révolution industrielle, vous avez la première ligne de chemin de fer entre Saint-Germain-en-Laye et Paris. Tout le monde est à plat ventre parce que les scientifiques de l'époque disent 50 km/h, c'est une vitesse inhumaine. Oui, les humains ne sont pas faits pour aller à ça. Et oui, on rigole comme probablement nos petits-enfants diront, mais c'est quoi ce truc que l'algorithme allait dépasser l'humain? Mais enfin, vous rigolez ou quoi? Non, c'est-à-dire que ce sont des outils qui permettent à l'humain d'avoir plus de puissance, d'aller plus vite, parce qu'on a des problématiques maintenant à 8 milliards d'humains, donc il faut qu'on trouve des solutions, mais c'est l'humain quand même qui est derrière. Donc, quand j'ai lu, il y a encore peu de temps, il y a plein de scientifiques très importants qui disent l'intelligence artificielle, c'est le plus grand danger de notre temps. Non, le plus grand danger de notre temps, c'est le dérèglement climatique. Et donc il faut qu'on trouve des solutions super vite. Ça tombe bien, on est dans une rupture technologique qui, a priori, va nous permettre de fonctionner autrement. Ne nous trompons pas de danger, ne nous trompons pas de peur. Non, moi, je crois au bienfait de l'IA, clairement. Mais après, c'est la maîtrise et il y a forcément des risques, il y a des enjeux, il y a des opportunités, mais il y a forcément des risques dont il faut prendre la mesure pour la maîtriser. Mais vous essayez de me corneriser un petit peu là. Mais Alain Maugart, quelle est votre définition? Peut-être sous un angle aussi expert du BTP, de la filière BTP, ou même à titre humainement parlant de l'intelligence artificielle et votre perception des enjeux. Bon, écoutez, moi je vais échapper à la définition, il y en a déjà eu une complétée. Le titre de notre débat, c'est Intelligence artificielle et bâtiment. Donc j'ai envie de démarrer par bâtiment et poser une question. Est-ce que le bâtiment va être impacté ou pas par l'intelligence artificielle, ou bien est-ce qu'il est en dehors de ce coup? Je connais bien ce secteur du bâtiment. C'est vrai que
nous sommes les derniers, au fond, des secteurs économiques qui viennent se poser la question. Et ça a démarré ailleurs, etc. Et donc, en venant ici, je me dis pourquoi. Alors, je donne tout de suite les conclusions de mon interrogation. Je crois qu'on va y être à fond, qu'il ne faut pas louper le virage, et que ça n'a rien d'anormal. On va essayer d'y réfléchir, que ça vienne, si je puis dire, que maintenant. Pourquoi ? Le fondamental du bâtiment, c'est qu'on fait du sur-mesure, on fait des prototypes. Chaque fois, ce n'est pas de la répétition, ce n'est pas standard. Et donc, on voit bien que tous les secteurs économiques et industriels qui font les voitures, les avions, les répétitions, on voit bien, ils font une maquette virtuelle et après, ils optimisent la maquette virtuelle. Nous, chaque bâtiment, nous tapons, enfin, au sens du terme, une maquette virtuelle. Chaque fois, nous devons faire du sur-mesure. Et pour beaucoup de gens du bâtiment, jusqu'à maintenant, ce sur-mesure n'était pas possible, si ce n'est en choisissant d'autres systèmes classiques. Un maître d'ouvrage passe une commande à des architectes, passe une commande ensuite à des concepteurs architectes, des entreprises et des industriels. Yves Lafaucrière va en parler. Donc arrive l'opportunité pour ce secteur du bâtiment d'avoir des capacités, si je puis dire, de faire autrement. Bon, mais avant de parler comment on peut faire autrement, moi je m'intéresse, je vous propose de réfléchir à est-ce que ça va changer un bâtiment? Est-ce que ça va changer les services d'un bâtiment? Parce qu'au fond, on fait des bâtiments, on les a fait longtemps hors d'eau. Hein, vous savez, on fêtait la fin du bâtiment lorsqu'on était hors d'eau. Maintenant, on y a mis quand même le confort, etc. La réception de travaux, c'est pas seulement je suis à l'abri de la pluie, quoi, hein, donc on a quand même intensifié ce qu'on fait. Et donc maintenant, on arrive, me semble-t-il, dans une ère où on se dit le bâtiment... quel service il offre? Vous savez qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui disent maintenant je ne construis plus un bâtiment, je construis une plateforme de service. Je trouve ça très très intéressant. C'est-à-dire que nous basculons du matériel vers l'idée des usages. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le bâtiment? Et puisque vous avez tendu la perche, c'est vrai que nous, les gens du bâtiment, un certain nombre de services vont être apportés dans le bâtiment, mais un certain nombre de services vont être apportés parce qu'il y a plusieurs bâtiments dans un quartier, dans une ville. Je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse. C'est-à-dire que nous sommes très dépendants, de mon point de vue, dans le domaine du bâtiment et de l'apport de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il n'y aura pas deux secteurs séparés, si je puis dire, l'intelligence artificielle qui arrive dans le bâtiment et l'intelligence artificielle qui arrive dans la ville. Les deux sont profondément intriqués, profondément intriqués. Et donc, on le voit bien, désormais, pour nous, les gens du bâtiment, nous raisonnons quartier, nous raisonnons... Alors, pour l'énergie, c'est allé très vite. Vous avez compris qu'on a dit c'est le bâtiment énergie positive, et puis maintenant, on commence à dire que c'est le quartier à énergie positive, et puis on parle de territoire, de ville à énergie positive. L'autoconsommation, elle est supérieure, etc. Donc, moi, je dis, pour nous, les gens du bâtiment, nous devons nous décloisonner. Nous sommes des gens du bâtiment, mais aussi, il faut regarder l'évolution de la ville. Et il me semble qu'il y a une troisième dimension dans les changements que vont rendre comme service les bâtiments, c'est l'arrivée, à mon avis, de deux grands phénomènes de société. Donc c'est le problème de bâtiment et société. Le premier problème, c'est la santé. Et la santé à domicile, c'est un nouveau système de santé dans lequel elle ne s'exerce pas, on ne soigne pas seulement à l'hôpital, mais on soigne dans des lieux qui s'appellent des bâtiments. Et ça, je pense que c'est très, très important. Alors ça va impacter les services rendus par le bâtiment qui vont devenir une annexe pour ceux qui sont malades de l'hôpital. Enfin, excusez-moi, je ne vois pas tout le monde malade. Ce qui est déjà amorcé depuis une dizaine d'années, qui est une source d'économie, la chirurgie ambulatoire et le soin à domicile. Ça va aller très vite. Donc vous voyez que le domicile est en train de rendre un service qui est un service complémentaire de la santé. Ça, je trouve ça intéressant. Et vous avez un deuxième phénomène de société, c'est quand même le vieillissement. C'est le logement et le bâtiment qui va accueillir, si possible, jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, les gens. Donc on a deux gros... Alors, je ne mésestime pas, évidemment, l'effet de serre, puisque c'était, si je peux dire, mon fonds de commerce dans la vision, bien sûr. En plus, comme on est un gros contributeur, on est source de solutions. Donc voilà, je voulais insister auprès de vous. On peut le bâtiment discuter. Intelligent, ce que vous appelez le bâtiment augmenté. C'est très intéressant parce qu'on peut faire la comparaison avec les êtres vivants. Au fond, les êtres vivants, quand vous regardez, vous dites un être vivant. Pour moi, un bâtiment, c'est une forme d'être vivant. La ville, c'est une forme d'être vivant. Quand vous regardez un bâtiment ou un être vivant, il y a la morphologie. Bon, la morphologie appliquée au bâtiment, c'est son architecture. À la ville, c'est le tracé des réseaux, des routes. Puis vous avez le métabolisme, comment il fonctionne.
Alors, dans le bâtiment, c'est son exploitation, etc. Qu'est-ce qui en rentre, l'énergie, etc. Pour la ville, c'est pareil. Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui ressort, les déchets, le recyclage des déchets. Ça s'applique très bien. D'ailleurs, au passage, pour avoir des résultats en termes d'effet de serre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin tellement de changer la morphologie des villes, mais il faut changer leur métabolisme, la façon dont elles fonctionnent. Et elles pompent les ressources, elles les redonnent. Et puis, évidemment, comme tout être vivant, posons-nous la question. Pourquoi le bâtiment ne pourrait pas avoir un cerveau? Pourquoi la ville ne pourrait pas avoir un cerveau? Et à ce moment-là, ça ouvre. Parce que si on prend cette comparaison, ça veut dire que c'est évident que tout être vivant, il faut s'intéresser à son cerveau. Alors il y a la partie reptilienne, on va gérer, on va en parler, on va gérer au mieux l'énergie, etc. Mais il y a la partie qui n'est pas reptilienne, qui est plus imaginative. Il y a les deux hémisphères. Qu'est-ce qu'on fait à plusieurs? L'hémisphère droit. Alors, je m'arrête là. J'espère qu'on aura le temps pour dire comment ça change dans les métiers pour la partie conception-construction. Les gens des économistes, ils vont nous dire qu'ils sont sympas, mais moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça change dans mon métier? Comment on va s'y prendre autrement? Ça, c'est la deuxième partie, on est d'accord? Tout à fait. Tout à fait. Yves Lafaucrière, on a parlé de... Vous êtes président du plan BIM 2022 et Alain Mogard a parlé de BIM et de maquette numérique, mais il a aussi parlé en finalité de la vie dans le bâtiment augmenté, dans le bâtiment intelligent. Je pense que vous souscrivez à ces définitions qui sont enrichissantes, qui se cumulent en fait, qui se croisent. Bien sûr, si vous voulez, moi j'ai pris la présidence du plan BIM 2022 en janvier, donc ça fait quelques mois, et j'ai fait beaucoup de visites des acteurs du secteur de la construction, depuis les entrepreneurs, en passant par les économistes, les architectes, les bureaux d'études, les ingénieristes, les grandes entreprises et petites entreprises. Et je suis frappé de voir comment on n'est plus au stade de la sensibilisation, on est vraiment au stade de la professionnalisation. Tout le monde est dedans. Et alors par rapport à la question sur l'intelligence artificielle et le bâtiment, je voudrais d'abord dire, j'ai l'impression que les choses, par rapport aux ruptures technologiques, sont en train de se faire de façon globale et je dirais perméable. Parce que dans le fond, en préparant cette réunion, on me demandait à titre individuel comment on était concerné. Je pensais à deux exemples où chacun d'entre nous a été concerné par cette révolution. Je prends un exemple, en parisien, j'ai une voiture à Paris, je garde ma voiture. Pendant des années, je m'embêtais. D'abord, je mettais de l'argent dans un parc-mètre, ensuite je mettais ma carte bleue. Maintenant, on a des applications parfaitement intelligentes. On programme, c'est connecté avec la carte de crédit, le prélèvement. Et on croit qu'on a une réunion pour 3 heures. On prend presque du plaisir à payer. Il y a le côté gaming. Ce qui est... Et puis on peut ajuster ça. Il y a donc tout ce dialogue itératif, comme l'évoquait Madame tout à l'heure. Un premier exemple. Et puis un deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est le GPS. Le GPS est extraordinaire. On veut aller d'un point à l'autre. Chacun d'entre nous, il n'y a pas besoin d'avoir été formé en intelligence artificielle. Petit à petit, s'est habitué son smartphone, Google Maps, on va d'un endroit à l'autre, on propose une solution. Et on se rend compte que c'est itératif aussi parce que finalement, la solution proposée n'est pas toujours la plus raffinée, la meilleure. Et il reste une place pour l'intelligence personnelle pour ajuster. Et donc on voit bien comment tous ces processus aident à déployer encore plus de facilité, d'efficacité dans les actions qu'on mène. Mais en aucun cas, c'est des choses qu'on subit. Donc je veux dire, moi je suis très confiant, encore une fois, que ce soit par les relations avec les professionnels, que ce soit par les expériences de transformation que chacun d'entre nous vit, sur le fait que cette révolution numérique va se faire. Alors maintenant, si on prend dans l'exemple du bâtiment, moi je voudrais donner deux exemples assez précis, alors là qui renvoient à ma carrière de maître d'ouvrage dans le logement social. J'ai été frappé de voir dans le logement social, si vous voulez, les loyers des locataires sont par définition des loyers faibles. Et donc les charges locatives répercutées aux locataires sont encore plus importantes parce que les loyers, eux, sont totalement réglementés, tandis que les charges, c'est la restitution de dépenses réelles. Et il m'est arrivé dans les établissements que j'ai dirigés de constater au début qu'il y avait des niveaux de charges extrêmement importants, le chauffage, la consommation d'eau. Et quand on voulait avancer là-dessus, il fallait demander aux comptables de sortir les factures de charges, demander aux financiers de faire un ratio par immeuble, aux techniciens d'expliquer les choses. Et donc on voit bien que grâce à l'intelligence artificielle, maintenant, tout ce traitement de ces datas va permettre d'avoir tout de suite, de sortir des ratios, de sortir les bons déciles, les moins bons déciles. Et les équipes de gestion vont être désencombrées, je dirais, d'un certain nombre de tâches pour aller tout de suite aux actions d'amélioration qu'il faut mener. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, alors là, si je prends également l'activité du maître d'ouvrage et qui
recoupe pas mal l'activité des économistes, quand on développe des projets, pas tellement de construction neuve, mais surtout de reconversion de patrimoine en centre-ville, quand on refait la ville sur la ville, quand il fallait partir d'une petite dent creuse dans un tissu urbain dense et voir ce qu'on peut construire sur ce site. Est-ce qu'il valait mieux démolir? Est-ce qu'il valait mieux surélever? Les problèmes par rapport aux vues d'à côté, enfin les simulations, l'impact, si vous voulez, pour respecter les règles d'urbanisme, pour prendre en compte les coûts économiques. Lorsqu'on faisait ça il y a 20 ans, 30 ans, qu'un architecte qui faisait une première faisabilité, puis ensuite on faisait un chiffrage, on voit bien que grâce au BIM, grâce aux maquettes numériques, on arrive à avoir des tas de scénarios, et c'est bien l'intelligence de l'économiste, l'intelligence du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre qui vont pouvoir faire des simulations pour dire tiens, cette solution, elle est peut-être plus rapide, mais elle est plus coûteuse, au point de vue énergétique, elle est bonne, elle n'est pas bonne au point de vue environnemental, etc. Donc on voit que grâce à ça, on va déployer des facultés de construire mieux, de construire moins cher et plus rapidement. Pascal Asselin, vous êtes cité, c'est normal, vous êtes la puissance invitante, mais au-delà de ça, Alain Mogard disait que vous avez peut-être monté en création de valeur ajoutée, dans la partie peut-être conseil. Yves aussi cité les économistes de la construction. Quelle est votre perception de l'IA, déjà, d'une part? Et deuxième question, comment vous allez bouger dans votre chaîne de valeur en tant qu'économiste de la construction, acteur clé de la filière BTP, grâce ou à cause de l'IA? Alors, moi, je vais parler de ce que je connais, mon métier. Ça fait 20 ans que j'ai créé mon entreprise d'économie de la construction. Et j'ai fait un petit flashback. Et il y a une trentaine d'années, j'ai eu la chance, d'ailleurs comme vous tous, de connaître les prémices de l'intelligence artificielle. C'est vraiment les prémices, c'était plutôt du numérique. Et à l'époque, pour faire à peu près le chiffre d'affaires équivalent d'aujourd'hui, pour un économiste, il fallait 3 personnes. C'est-à-dire que moi, je faisais les minutes à la main, il y avait un calculateur derrière qui calculait la machine à calculer, puis après, il y avait une secrétaire qui frappait. Donc 30 ans plus tard, écoutez, ces gens-là sont devenus soit économistes, soit se sont devenus des assistants juridiques, commerciaux. Hein, mais ces postes-là, effectivement, ont disparu pour, je dirais, updater les connaissances des différents intervenants. Mais, il y a un mais, c'est que on a quasiment triplé la capacité de production. Mais c'est phénoménal. C'est absolument phénoménal. Mais en même temps, je m'aperçois qu'aujourd'hui, données de la Banque de France, délai de retard de paiement, TPE, chez les économistes de la construction, des entreprises de 4 à 10 personnes, 109 jours. Sur des marchés publics? Public. Logiquement, c'est limité à public. 45, Cyril, logiquement. Public, Cyril. Oui. Tenez-vous bien, un demi-équivalent temps plein par an. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a aussi un phénomène de comportement humain qui bloque le processus de l'IA, du développement numérique. Et je dirais, c'est ça un petit peu, moi, qui m'interpelle aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, dans la chaîne de production, il y a peut-être, on en parlait ce matin avec Mme Chegrougny, revoir les formations initiales, en tout cas les repenser différemment, parce que l'intelligence artificielle n'attend pas, elle. Hein. Elle n'attend pas les humains. Hein. Il y en a d'autres qui courent plus vite que nous. Hein. Et donc c'est ça qui m'interpelle. Et je donnerai même un exemple, parce que il y a peut-être 20 ans, j'ai été frappé, il y a 20 ans, vous savez, quand le pay-per-view est arrivé sur les chaînes de télévision. Ouais. Les écrans plats se développaient en même temps, mais j'étais persuadé, alors moi j'étais un fan de ça, je me suis tout de suite acheté le premier écran plat, ça m'a coûté une fortune, ça coûterait un salaire de cadre aujourd'hui, et donc je dis ça c'est génial, et le cinéma va disparaître. Ouais, 20 ans plus tard, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est clair. Voilà. Donc il y a un phénomène aussi de comportement. Bien sûr. Ça, c'est un autre sujet, mais on pourrait faire des conférences sur la disparition du cinéma, la disparition du livre, qui heureusement ne disparaissent pas, parce que c'est du digital. C'est de la matière. C'est de la matière et c'est de la valeur ajoutée, justement. Alors, justement, Amal El Fallah Segrochny, vous dirigez une équipe au LIP 6 à Paris, une équipe de systèmes multi-experts, multi-agents. Système multi-agents, oui. Vous avez publié, réfléchi sur la ville intelligente. Tout à fait, oui. Comment vous voyez des applications justement dans le domaine résidentiel ou dans le domaine professionnel pour les entreprises, qui sont en fait les 2 marchés de clients, et les collectivités, qui sont les 3 marchés de clientèle des économistes de la construction, des applications de l'exploitation de l'intelligence artificielle au service de ces 3 segments de clients, collectivités, entreprises, particuliers, résidentiels? Bon, je vais résumer en Smart City. D'accord, exactement. C'est l'expression consacrée. En fait...
les systèmes multi-agents, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui consiste en fait à étudier les comportements collectifs plutôt que le comportement d'un agent individuel. Donc lorsqu'on parle d'un programme d'intelligence artificielle, on est face à une entité intelligente, autonome. Donc c'est le programme d'intelligence artificielle. Mais lorsque vous projetez ça sur un ensemble d'individus, par exemple si vous voulez simuler une flottille de drones en formation, chaque drone c'est un programme intelligent, mais la flottille en tant que telle, c'est un système multi-agent. Et le passage de l'individu au collectif, comme on le sait, de façon très socio-mimétique, soulève beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de coordination. Donc on peut être dans des situations de coopération, dans des situations de conflit, peu importe. La science des systèmes multi-agents va chercher à résoudre les conflits quand ils apparaissent, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de créer des synergies, ce qu'on appelle ça des interactions positives entre les différents agents du système. Donc c'est un modèle qui est très pratique lorsqu'on veut, par exemple, alors on peut s'intéresser à différents modèles collectifs. On peut, par exemple, modéliser une fourmilière. On peut modéliser une colonie de fourmis. On peut modéliser un trafic routier. Vous imaginez, si vous deviez mettre dans la tête de tous les conducteurs le même programme, qu'est-ce que ça donnerait? Un, ça serait très ennuyeux. Et deux, ça ne marcherait pas. Parce qu'il faut avoir des programmes différenciés. Lorsqu'il y en a un qui accélère, il faut que l'autre décélère, par exemple. Donc, si on voulait mettre les mêmes programmes dans la tête de tout le monde, on n'y arriverait pas. Ce qui fait la richesse de la société humaine, c'est justement cette différence qu'il y a entre les uns et les autres. Donc, on va dans une ville intelligente, on va essayer de modéliser tous les phénomènes collectifs en utilisant ce paradigme des systèmes multi-agents. Alors, je vais donner des exemples. J'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Terra Dynamica. C'était un FUI qui était porté par Thales. Et donc, dans le programme Terra Dynamica, ce qu'on a essayé de faire, on a fait beaucoup de choses. Entre autres, on a simulé la circulation des voitures, des autobus, des vélos et la circulation des humains dans une ville. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi de faire des simulations? On ne l'a pas déployé en réel, mais ça nous permet, lorsqu'on se met en mode simulation, d'étudier les phénomènes qui peuvent apparaître. Parfois, ça peut nous permettre de gérer des problèmes de sécurité. Parfois, ça peut permettre de gérer des problèmes d'urbanisation, pour savoir où est-ce qu'on met les feux rouges, où est-ce qu'on va mettre les passages piétons, où est-ce qu'on va mettre, etc. Donc, la simulation dans ce domaine, c'est quoi? C'est essayer de reproduire, avant de déployer les systèmes, les vrais systèmes, essayer de reproduire, d'imaginer ce que ça va donner en situation réelle pour justement ce qu'on appelle nous tuner, c'est-à-dire paramétrer correctement les systèmes. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi étudié des comportements humains dans la ville, des gens qui s'énervent. Donc on a étudié les expressions faciales, on a étudié les émotions des personnes. Vous simulez l'apparition d'un incendie quelque part et vous essayez de voir comment l'évacuation va se faire, ce genre de choses. Donc on a travaillé sur les mouvements de foule dans la ville intelligente. La gestion des conflits, qui sont nombreux dans une ville. Oui, tout à fait. Et surtout la gestion de situations critiques. Lorsque vous simulez... il y a des gens autour de nous qui ont travaillé, par exemple, sur les Jeux Olympiques, dans les stades. Lorsqu'il y a un incident, comment est-ce qu'il faut placer les issues de secours pour que les gens puissent être évacués de façon assez rapide. Et puis, on a travaillé sur la décongestion au niveau du trafic. C'est typiquement, lorsqu'on met des feux rouges aujourd'hui, en fait, ils sont paramétrés d'une certaine manière, les feux rouges, les feux verts, etc. On a fait des applications dans lesquelles les feux sont intelligents. Ils passent au rouge, ils passent au vert en fonction du trafic. Et ils ne sont pas paramétrés de façon statique. Ça se fait dynamiquement. Aujourd'hui, il y a un match pas très loin. J'habite pas très loin de Roland-Garros, en fait. Et donc, lorsqu'il y a Roland-Garros, c'est impossible de circuler dans le quartier. Donc là, les feux vont se mettre à changer de durée, de feu rouge, de feu vert, tout seuls. Ils sont paramétrés, ils sont intelligents. Ils sont paramétrés pour pouvoir s'adapter à la circulation en temps réel et en fonction des contingences de l'environnement.
Voilà, donc je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur la ville intelligente. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et à l'échelle internationale? Tout à fait. Donc on a publié un livre avec les collègues japonais, parce que les Japonais sont très très friands de ce type de... Alors les Japonais, ils parlent de la société 5.0. Et donc que ce soit au niveau de la ville intelligente, que ce soit de l'interaction homme-machine, ils sont très très portés sur le bien-être individuel et collectif grâce aux techniques d'intelligence artificielle. D'accord. Philippe de Certine, quelle est votre vision de la ville intelligente? Parce que, sans être flagorneur, vous avez un sens de l'innovation, vous avez une dimension d'économiste, de sociologue, parce que les deux, l'un est le corollaire de l'autre, international, et des politiques publiques, parce qu'il s'agit aussi de ça, on pourra en parler tout à l'heure. Quelle est, vous, votre propre vision, qui est forcément différente, avec des points communs, mais de quelqu'un qui est expert en recherche sur la ville intelligente? Alors, vraiment peut-être déjà, juste au passage, oui, quand je réagis à ce que vous venez de dire, Amal, c'est intéressant hein, par rapport à tous les critiques et les peurs qu'on peut avoir, de voir que le Japon, c'est pas un hasard, c'est extrêmement important de voir le Japon, c'est justement une société qui est incroyablement collective. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une force collective absolument prodigieuse. Et qui s'occupe des personnes au 3e et 4e âge, culturellement. Oui, et qui a un mode de fonctionnement vraiment peut-être... Et c'est pas du tout le hasard hein, si les Japonais travaillent tant sur cette question de la collectivité et de l'individu. Hein. Et donc, ça veut dire que, voilà, en fait, l'humain est toujours l'humain, les caractéristiques des peuples, les caractéristiques des pays restent les mêmes. Il y a un déterminant culturel. Voilà, ça n'est pas du tout quelque chose qui est contradictoire avec des approches d'intelligence artificielle. C'est peut-être même des choses qui exacerbent notre différence, et on va dire dans le bon sens, c'est-à-dire qu'au fond, ça nous permet d'intégrer des dimensions supplémentaires quand on est à traiter des problématiques. Par rapport à ce qu'on disait, et justement... Et si je rebondis sur ce que disait Alain tout à l'heure, en répondant à votre question, hein, donc c'est en disant, en fait, quand vous regardez cette question de l'intelligence artificielle et donc de rupture technologique globale dans un système dans lequel on n'a pas le choix, il faut aller de plus en plus vite, etc., vous avez en fait, à mon sens, 3 dimensions. La première, qui est celle qui est probablement centrale pour tous ceux qui sont ici, c'est de dire, en tant qu'économiste de la construction, en fait, si je regarde bien, j'ai une possibilité d'activité absolument remarquable, extraordinaire, au fur et à mesure que les systèmes vont se développer, pour que toutes les données que je collecte, ces données avec des historiques, des expériences depuis des décennies sur un certain nombre d'éléments par rapport à la construction, comment faire pour les valoriser? Parce que ça a une valeur énorme et au fond, c'est probablement toujours pareil, hein, c'est ce que disent toutes les grandes structures qui travaillent sur l'intelligence artificielle en disant ce n'est pas les données qui manquent, mais simplement on ne les exploite pas. En disant aujourd'hui, vous avez 90% des données existantes qui ne sont pas exploitées. Et d'ailleurs, quand vous allez voir les grandes structures qui vendent, alors pas comme Amal qui sont strictement chercheurs, mais dans lesquelles vous avez des chercheurs de rôle, je pense par exemple à une structure spécifique que je connais un peu, qui s'appelle Palantir, qui a été créée par le gouvernement américain, et avec malheureusement d'ailleurs beaucoup de chercheurs français dedans. Qui cherchent à rentrer en France. Bah oui, mais en plus, je vous dis, vous avez plein de chercheurs français super bons qui sont dedans. Mais enfin, bon, bref, bien sûr. Il y a un nouveau directeur, un nouveau manager, exactement. Voilà. Mais qui est au service d'eux. Alors au service d'eux, mais plutôt du gouvernement américain que, on va dire, la vision extérieure. Mais ce qui est amusant quand vous rencontrez ces gens qui font la recherche, souvent, c'est qu'ils disent, on nous amène, il y a des structures qui nous amènent des datas en disant, vous pouvez en faire quelque chose. Et là, je ne sais pas si vous avez vu donc ça, excusez-moi, malin, là c'est vraiment, je reviens sur le grand public, mais je ne sais pas si vous vous souvenez du film Lucie de Besson. Vous savez, vous avez cette gamine qui utilise tout son cerveau. Et elle est en train de regarder les données, et clac, 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 elle les organise à toute vitesse. Et tout d'un coup, on voit, elle crée quelque chose à partir de ça. Quand vous êtes avec des gens comme ça, qui travaillent sur des datas, vous avez ce sentiment-là quand vous les regardez de l'extérieur. Donc moi, j'ai vu effectivement Airbus apporter des datas à Palantir, et vous aviez une équipe de gamins qui étaient en train... Puis à la fin, ils disent, non, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Non, ça ne nous plaît pas. Et donc, ils vont sur... Et par exemple, là, ça fait aucun doute que vous voyez, par exemple, les questions de la construction, la manière dont vivent les humains. C'est des choses sur lesquelles les gens dans l'intelligence artificielle peuvent être très sensibles. Ils ont envie de travailler là-dessus. Parce qu'effectivement, ils disent ça apporte quelque chose, exactement ce que disait Amal tout à l'heure, quoi. Là, on travaille sur la façon dont vous allez vivre dans la ville. On a l'impression que ça sert vraiment à quelque chose et on peut apporter des choses complètement différentes de ce que l'on faisait avant. Donc, je crois qu'il y a cette première dimension, effectivement, c'est la première du point de vue économique, c'est dire là, on a une mine de valeur. Et en disant, cette valeur, elle n'est pas exprimée encore aujourd'hui, mais elle est en train de se représenter. La rupture technologique, c'est ça que ça signifie. Ça veut dire quelque chose qui valait rien avant. Vous voyez, typiquement, les banquiers sont en train de dire, on a de la donnée, ça vaut super cher. Comment ça se fait que ce ne soit pas valorisé encore ? Donc vous êtes là-dedans aussi. Et vous avez à vous poser la question,
qui implique plein de questions supplémentaires. C'est-à-dire comment on va faire pour valoriser, quel investissement, et là on commence à arriver sur la question que vous évoquiez, le financement, quel investissement il va falloir qu'on fasse, notamment un investissement humain, parce que ça veut dire qu'il va falloir embaucher plein d'étudiants d'Amal, hein, donc, et les payer cher, parce qu'il y a plein de gens qui veulent les embaucher aussi, parce que ça c'est une des vraies questions aujourd'hui, hein, c'est de dire, je sens qu'il y a un gisement, comment je fais? Et souvent, d'ailleurs, ça veut dire que ce n'est pas travailler, ce qui est peut-être un des problèmes de ces économistes de la construction, hormis les congrès, c'est qu'ils sont trop individualistes. Ils sont trop refermés sur leur business en disant, d'ailleurs, en se défendant sans cesse de ceux qui sont à côté d'eux dans la construction. Quand on est dans ces moments-là, il va falloir au contraire se regrouper, parler ensemble, dire on va avoir besoin probablement de faire des investissements communs. On ne va pas se marcher sur les pieds les uns des autres, au contraire. Mais là, quand vous êtes dans un moment comme ça, il faut avoir une réflexion globale. C'est pour ça qu'à mon avis, un congrès comme celui-là, c'est extrêmement important que vous rencontriez, que vous commenciez à dire, là, il y a un truc qu'il faut suivre. On ne sait pas trop encore, on ne le sent pas encore, mais il faut que je sois attentif, que je sois prêt et que je comprenne que c'est probablement pas moi tout seul qui vais trouver la solution. Mais en revanche, ensemble, il n'y a aucun doute, on a quelque chose devant nous. Après, la deuxième dimension, à mon avis, qui est importante, c'est effectivement ce que vous faites. C'est-à-dire, ce que vous faites, et ce que vous disiez tout à l'heure, Alain, c'est effectivement un truc dans lequel c'est bourré de data. Tous les gens qui habitent dans les bâtiments que vous faites, bien sûr. En fait, ils sont en train de créer une richesse incroyable qui va intéresser tout un tas de gens. Il est évident qu'aujourd'hui, quand on est en train de regarder l'Internet des objets, hein, et par exemple, alors en étant très concret, vous voyez, c'est pas des choses qu'on réinvente, ça existe depuis des années, des années. Le réfrigérateur qui regarde ce que vous consommez et qui consomme ce dont vous avez besoin. Il y a des années déjà qu'aux États-Unis, on avait inventé des réfrigérateurs avec la possibilité, par exemple, de passer le code barre à chaque fois que vous sortiez votre yaourt pour que gérer les flux. Gérer les flux. Sauf que là, maintenant, évidemment, ça va devenir quelque chose de systématique. La data, vous allez pouvoir, vous, commencer à la proposer. Donc ça veut dire que vous êtes des formulateurs de data qui vont intéresser tout un tas de structures qui vont dire, là, moi, je suis prêt à payer pour ça. Le thermostat sur le radiateur, et ainsi de suite. Effectivement, ce qu'on disait sur la consommation dans la cuisine, mais aussi le banquier pour savoir si vous avez envie de renouveler votre moquette. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des datas qui valent très cher du point de vue économique et que, évidemment, vous devez interpréter ou regarder tel quel. Et la troisième dimension... Donc il y a un potentiel de data à exploiter énorme. Mais incroyable. Des datas qu'on a ou des datas qu'on n'a même pas encore. Le fonctionnement de l'ascenseur, les flux de l'ascenseur, ça veut dire que les gens sont en vacances. Exactement. Lorsque vous êtes en train... Tout ça maintenant, en plus, si vous voulez, c'est centralisé. Votre téléphone qui vous fait baisser, monter les rideaux, clac, clac, ça c'est de la data qui va pouvoir servir. Enfin, c'est-à-dire à chaque fois, pensez, là, j'ai de la valeur. Là, j'ai de la valeur. Comment je me positionne ? Peut-être pour le moment, je sens qu'on n'en fait rien. Je me dis que s'il y a de la valeur, on va l'utiliser et que je sois attentif au moment où on va commencer à l'utiliser. Mais quelle est la méthode pour l'exploiter ? Quelle est la méthode, hein, vous voyez, par définition, quand vous êtes en rupture, c'est que vous ne le savez pas. Hein, parce que si, évidemment, on le savait, tout le monde le ferait déjà. Mais en revanche, sentir qu'il y a quelque chose qui bouge là et qu'il y a quelque chose qui va bouleverser complètement peut-être votre modèle économique, ça, c'est capital. Et je crois que vraiment, hein, enfin, Pascal, quand on avait parlé de cette table ronde, c'est quand même ça l'idée. Hein, c'est que vous, dans la profession, et d'où vous venez, parce qu'il y a quand même eu ce truc, hein, en disant, les architectes, ils n'ont pas compris que les économistes de la construction, en fait, ils détenaient peut-être, historiquement, hein, ils détenaient un élément fondamental dans la création de valeur autour du bâtiment. Bah, là, on est toujours exactement dans cette logique-là. Il ne faut pas que vous, économistes de la construction, vous ratiez ce virage-là, alors que le précédent, vous l'avez réussi à le prendre. Et si vous me permettez, juste je termine en disant la troisième dimension de la data et de la rupture technologique, c'est là, Alain, j'y vais franco, c'est que la ville, c'est peut-être pas l'avenir. Enfin, ou en tout cas, la ville telle qu'on la... On est tellement, et vous voyez, vous êtes prisonniers comme nous en économie souvent aujourd'hui, dans une sorte de logique de système qui est tellement établie qu'en fait, on ne change pas le paradigme principal. On a l'impression que notre société, elle a toujours été comme ça. Et ça, ah non, mais ça, on ne peut pas changer. C'est considéré comme une évidence que dans 50 ans, l'humanité sera totalement urbaine. Non, c'est une évidence si tu continues sur la même base. Et là, pour le coup, ça vaut la peine d'aller parfois de temps en temps en Chine. Parce que là, tout d'un coup, vous voyez des gens qui disent non, là, de toute façon, ça ne marche pas. Donc nous, on est prêts à tout changer parce que sinon, effectivement, on va dans le mur, mais beaucoup plus vite que vous. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Alors surtout quand on a mon âge, après, mais même avant, où on est tous issus tellement d'une culture où rien n'a bougé. Alors vous allez me dire, quand même, vous rigolez quand même. Non, rien n'a bougé. Notre modèle est le même depuis 70 ans. Et donc, on n'a strictement aucune culture de la rupture. Quand vous avez vécu la rupture de manière, vraiment dans votre réalité, c'est-à-dire, donc mon papa, moi, il est mort en 13, il avait 100 ans. Il a vécu la rupture
dans l'aéronautique, il était en 36 dans la Et première. et les guerres aussi. Oui, ça, c'est une La mauvaise Seconde Guerre. rupture, ça aussi, on peut l'écarter. Ouais. Mais la rupture d'électricité, même, il a vu l'électricité arriver. Ben, quand il avait une expérience de la rupture qui était presque innée, quoi, en fait. Hein, et il disait, non, mais tu te rends pas compte, tu es sans arrêt en train de croire que ça, c'est irrémédiable. Moi, mes générations, je peux te dire, c'est pas irrémédiable. Tout peut changer, de A jusqu'à Z. Bien sûr. Et je pense que la question de la ville, qui est une vraie problématique du point de vue des dérèglements climatiques, une problématique absolument fondamentale, c'est pour ça, Alain, je suis d'accord avec vous, changer la ville intelligente, mais à la limite, c'est peut-être plus la ville. Mais vous voulez dire, on pourrait travailler et se renforcerait ce qui s'est déjà développé, amorcé avec le numérique, on peut travailler à distance au sein d'un écosystème. Au-delà d'une unité de lieu, il n'y aurait plus, comme au théâtre ou comme dans la ville, une unité de lieu, et on pourrait travailler dans un écosystème, comme nous, on a échangé à distance avant, et de plus en plus, mais puissance XXX grâce à l'IA. Cyril, les travaux d'Amal, en fait, quand vous regardez, en fait, ils inventent une autre ville. Où, en fait, c'est plus la ville. Mais j'aimerais bien mettre la main sur les travaux de. Il faut juste venir à l'université, c'est tout simple. Hein, donc, mais après, il faut lire. Mais voyez, je pense par rapport à ça que effectivement, on est aujourd'hui dans des structures qui sont complètement imbibées du modèle passé. C'est-à-dire, en clair, par exemple, toute l'activité de service, elle est pensée de A jusqu'à Z sur le mode de l'usine, grosso modo, des temps modernes de Charlie Chaplin. En disant, vous devez regrouper les gens. D'ailleurs, ils pointent, comme avant. En fait, ils ont des cartes, ils pointent. Il faut qu'ils soient ensemble. Tu comprends? Parce que quand tu es ensemble, c'est là que tu travailles bien. Non, mais tout ça, c'est vrai quand tu fais la production physique. Et la taylorisation. Mais pendant 10 000 ans, les humains n'étaient pas tous ensemble tout le temps. Alors nous, comme ça fait 70 ans, on a l'impression que c'est fini maintenant, ça ne bougera plus. C'est une sorte de fatalité de l'humanité. Absolument pas. Il faut se dire vraiment que quand on est dans une rupture, et je veux dire, vous, quand vous êtes dans la construction, c'est là où vivent les gens, vous êtes typiquement à l'endroit où vous pouvez vous dire, je dois avoir zéro tabou quand je vais tout mettre à plat. En disant, non, je ne me dis pas, ça c'est obligé parce que ça a toujours été comme ça. C'est pas vrai. Donc il faut imaginer, cerveau hémisphère droit, et hémisphère gauche, rationaliser, benchmarker pour faire abstraction de l'existant, pour créer le futur et imaginer comment l'IA peut nous bouleverser plutôt que rester sur son et créer la valeur future. Mais je sens tout le monde est impatient et tout le monde a envie de parler. Alors Yves, justement. Non, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Philippe, parce que j'ai une vision un peu plus nuancée. Je pense que, honnêtement, les choses bougent. Et en France, sur le rapport à la ville, le rapport au territoire, les choses sont vraiment en train de changer. Je vais te donner 2 exemples. Réinventer la ville. Le succès des programmes Réinventer la ville, que ce soit la métropole, que ce soit Paris, c'est un immense succès et c'est quand même une façon de faire de la ville différente de ce qu'on faisait il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Ce qui est engagé dans les territoires un petit peu en déprise à l'heure actuelle, les opérations Action Cœur de Ville, qui ont pour but de reposer la question de redévelopper de l'activité au centre de la ville, dans les immeubles abandonnés, les commerces abandonnés, et peut-être de faire revenir la périphérie peut-être à de la terre plus naturelle, ça me paraît aussi des mouvements de changement profond qui sont engagés. Et je pense que là-dessus, les acteurs de la filière de l'aménagement, de la construction et les économistes ont un rôle plus éminent à jouer parce que tout ça, c'est de plus en plus complexe. Moi qui ai commencé à construire il y a 40 ans, il y avait un maître d'ouvrage, il y avait un architecte, un bureau d'études ou un ingénieur conseil, et puis une entreprise, on faisait un programme, on déroulait, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années? Complexification de la réglementation, préoccupation environnementale, principe de précaution, difficultés liées à l'amiante, au plomb, à toutes les pollutions diverses et variées. Ce qui fait que le métier, un maître d'ouvrage pour produire un projet maintenant, il est entouré de tas de conseils. Il y a le conseil en qualité de l'air, il y a le conseil en acoustique, il y a le conseil en économie, etc. Ce qui est clé dans tout ça, c'est que le maître d'ouvrage, il prend un risque financier, qu'il soit privé ou public. Et donc, à un moment donné, il y a la question de l'économie. Est-ce qu'il peut se payer le projet qu'il veut se développer? Que ce soit un projet disruptif ou pas, est-ce qu'il peut se le payer? Et les économistes, et donc, alors évidemment, je plaide pour le BIM, je suis président du plan BIM 2022, la complexification, l'augmentation du nombre d'acteurs, la nouvelle façon de poser les problèmes fait que c'est incontournable de travailler de façon collaborative. Il y a 30 ans, 40 ans, quand on démarrait un projet, l'architecte faisait ses plans, on les passait au bureau d'études, qui les passait à l'économiste, qui faisait ses maîtrises, on perdait du temps à se mettre d'accord. Ensuite, à l'exécution, on perdait du temps pour coordonner la synthèse entre les réseaux. Maintenant, tout ça, grâce à l'appui du numérique, à l'intelligence artificielle, à la transformation numérique, on va pouvoir mieux maîtriser tout ça et développer des façons de faire, d'aménager le territoire beaucoup plus subtiles. En ville,
Moi j'étais toujours frappé depuis des années, notamment dans les opérations de renouvellement urbain. On démolissait des vieilles barres, puis on construisait une école, une crèche, des commerces, des logements dessus. Chacun avait son petit cahier des charges pour faire son chauffage, un petit peu d'économie d'énergie. Il n'y avait pas de Et vision on d'ensemble. n'oubliait qu'une chose, c'est que la petite supérette au pied de l'immeuble, pour maintenir les chambres froides, dégageait de la chaleur, et cette chaleur, elle partait dans l'atmosphère, alors qu'on aurait pu la récupérer intelligemment pour les logements au-dessus. Donc, on est au début de tout ça, mais je dirais, Philippe, moi j'ai une vision, je pense quand même que les choses concrètement bougent, sont engagées, et que sur le fond, en plus, les gens ont envie que ça bouge. Mais moi, j'ai traduit que ce que disait Philippe de Sertine, c'est que ça bouge, mais que ça peut bouger beaucoup plus vite, beaucoup plus loin qu'on ne peut l'imaginer. Et il faut justement l'imaginer en faisant abstraction de notre mode de vie et de pensée actuel. C'est une révolution, c'est le principe d'une révolution. Une dernière petite réserve. Sur toutes les datas concernant les personnes, on voit qu'il y a un champ de progrès, de tas d'actions à mener, mais on a aussi un problème, c'est les respects de la vie privée, de la confidentialité, la CNIL, etc. Bien sûr. Et je peux vous dire que chez les bailleurs sociaux, oui. les bailleurs sociaux, quand on gère 250 000 logements, quand on a envie de savoir où sont les personnes âgées, les personnes handicapées, parce qu'on pourrait adapter en priorité le patrimoine, on s'est souvent trouvé bloqué. Non, pas question d'avoir des fichiers comme ça, c'est pas possible, etc. Donc là, il y a un sujet de société, comment gérer les datas. Mais le RGPD est passé il y a quelques mois à l'échelle européenne, donc c'est déjà une première protection. Oui, mais enfin, on est loin d'avoir l'agilité qu'il faut pour pouvoir exploiter toutes les datas efficacement, parce que les moyens financiers des bailleurs, des bailleurs d'ouvrage ne sont pas infinis non plus. Ouais. Mais il y a toute la data qui existe, qui n'est pas exploitée. Il y a toute la data, on l'a vu ce matin, et Philippe de Sertine en parlait, qui existe mais qui n'est même pas ramassée, qu'on pourrait ramasser. Le comportement de vie du copropriétaire par rapport à son appartement, sa vie dans la copropriété. C'est les syndics qui ont ça, j'arrête ma phrase là, c'est les syndics qui ont ça, sans l'avoir vraiment. Il y a un potentiel énorme. Alors Pascal Asselin, à travers le BIM que vous connaissez bien, Yves Lafoucrière, Alain Mogard, là il y a un petit débat, un petit combat. Bon. Mais j'ai quand même une question à vous poser avant que vous me répondiez à une autre question. Ah non, mais moi, j'ai envie de... Bon, allez-y. Je vais parler un tout petit peu, enfin un tiers de la question de la ville, et 2 tiers, il faut arriver les métiers. Hein. Sinon, à 6h15, on n'aura pas abordé le truc des métiers. Bon, sur la ville, moi aussi je réfléchis, j'ai écrit des choses sur la ville durable, etc. J'ai une vision un peu différente de Philippe de Sertine, donc je ne vais pas être très long. Je veux dire que la ville, c'est la civilisation urbaine. Donc cette civilisation urbaine, elle vit dans des villes, elle vit des fois dans un monde lâche, rural, mais c'est pas des gens du rural, ce sont des gens de la ville. Ils sont nés en ville, ils ont un besoin de nature, etc. On peut développer ça. Ils vont sans doute être plus actifs sur la biodiversité que le monde rural lui-même, etc., etc. Donc par rapport à ce que disait Amal, dans l'intelligence artificielle de la ville, je pense qu'il y a aussi l'intelligence de notre capacité à inventer des choses collectives. Ce n'est pas que du mécanisme de circulation et tout. Je suis très frappé. Il y a en place une économie du partage, une économie des échanges qui n'était pas prévue, qui explose, qui sort du marché. Et je crois qu'il faut qu'on voit bien que ce sont de nouvelles libertés. Et les gens vont avoir de dire, écoutez, dans votre ville, monsieur le maire, réglez-moi des flux, etc. Mais nous, laissez-nous prendre des initiatives. Laissez-nous inventer des services nouveaux qui ne sont pas les services classiques. Donc je pense qu'il y a une intelligence artificielle collective qui est très intéressante, une imagination collective à vivre autrement. Bon, alors maintenant, sur le deuxième sujet où j'ai envie d'aboutir. Lafoucrière a commencé. Bon, moi je vais dire ce que je pense. Ça va tanguer. Ça va tanguer dans le monde du bâtiment. Pourquoi ça va tanguer ? Ça va tanguer parce que la méthode collaborative, elle s'impose. La méthode collaborative, c'est pas la peine de revenir, elle s'impose. Autour de la table, il y a tous les acteurs, y compris, peut-être des divergences avec qui on a discuté, les industriels qui viendront à un moment. Donc, si vous voulez, la chaîne va être complète. Et je pense qu'à ce moment-là, dans cette chaîne complète, il y a une optimisation qui va utiliser plus ou moins l'intelligence artificielle et qui va être très, très différente. Donc là, je trouve que c'est quelque chose qui bouleverse. Je peux juste dire, pour faire un peu de provoque, on imagine toujours que la création architecturale, il n'y a que l'homme, je dessine, etc. Écoutez, il n'est pas exclu que des machines
fasse des exemples, je provoque, des exemples de façade, des centaines d'exemples de façade, ça passe devant et tout d'un coup on dit « Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal ». Et si on partait de là pour, de la même façon que je peux faire dans les portraits, vous passez tout un tas de portraits, vous dites « Ah, celui-là, il est pas mal », et on part de ce portrait pour l'améliorer, pour le traficoter, pour être en première page de revue, etc. etc. Bon, donc on a ça de possible. Les BET, je peux en parler, quand ils font du bureau d'études, je dirais alimentaire, écoutez, un algorithme fait des fois moins d'erreurs, excusez-moi de le présenter comme ça, et ça va. Non, mais si, ça va. À partir du moment où il n'y a pas le bon sens, les ordres de grandeur, je pense que le risque de l'algorithme arrive. Donc je pense que du côté de cette phase de conception, au moment de la conception, il peut se passer des choses beaucoup plus importantes qu'on croit. Voilà. Alors maintenant, il y a la réalisation. Sur la réalisation, là, bon, je sais bien qu'on va dire, il ressort ça tous les 20 ans, ça s'est toujours planté, c'est la question de la plus ou moins grande industrialisation du bâtiment. Pourquoi cette question de l'industrialisation du bâtiment revient à toute vitesse? Pour deux raisons. Premièrement, désormais, la fabrication industrielle n'est plus synonyme du standard de dimension. C'est terminé. L'industrie fait du sur-mesure grâce au numérique. Donc l'ensemble des architectes qui nous disaient « je résisterai jusqu'au bout parce que vous allez m'imposer par l'industrie des dimensions standards », ça tombe, c'est terminé, terminé, terminé. C'est pas neutre cette affaire-là. Donc on fait du sur-mesure. Bon, donc je crois que c'est très important là quand on fait du sur-mesure parce que je me permets de dire que l'industriel qui sait faire du sur-mesure, eh ben, il peut s'intéresser à la chaîne. Hein. Il peut se dire, moi, je vous fais du sur-mesure, vous faites de moi un exécutant, mais écoutez, moi, je peux vous fabriquer des trucs comme ça, comme ça. Bon, donc là, je pense qu'il peut se passer des choses. Oui, j'avais deux raisons, mais je trouverai la deuxième, c'est pas très grave. Et puis, il y a une autre idée. Alors là, vous allez dire, il est dingo, il est dingo. Il se trouve que je me suis occupé d'amiante et on m'a demandé de trouver des procédés de R&D, d'innovation dans l'amiante. Je suis allé voir les gens du CEA sur les robots. Eux, ils y sont déjà, puisque dans les centrales nucléaires, ils se tapent et l'amiante et le nucléaire, et que c'est pas la peine de faire entrer des hommes au cœur du... Et ils m'ont dit, mais je vous dis, vous les gens du bâtiment, le robot intelligent, il va arriver chez vous. Vous avez besoin de robots intelligents. Et il m'a dit, voilà, les robots ont démarré évidemment dans les gestes industriels répétitifs, mais désormais, on a des robots qui sont capables d'apprendre. Le deep learning du robot du bâtiment est une voie. Il me dit, ils sont sur ce sujet-là, pour tout vous dire, ils ont un centre de recherche. C'est-à-dire qu'on a des robots désormais qui peuvent copier le geste de l'artisan. L'artisan, alors si j'étais au congrès de la CAPEB, je me ferais engueuler à FFB, ça serait terrible, je ne suis pas sûr que j'irai jusqu'au bout, mais qui peut copier le geste de l'artisan. Et je pense que, et on m'a dit, alors moi je dis, mais ça va revenir très très cher. On m'a dit, ah non, attendez, vous n'avez pas compris. Dans un robot, ce qui est cher, c'est la matière. Lui foutre un peu plus d'intelligence et l'apprentissage, ça s'amortit immédiatement, donc c'est à un prix raisonnable. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir que les robots, que les exosquelettes, mais je dis que la façon même de fabriquer va être différent. Pascal Asselin, vous êtes expert du BIM, vous avez vous-même créé un MOOC sur le BIM, Pascal, il y a quelques années. Oui. Je vais vous provoquer un peu, je vais paraître flagorneur, mais vous dites souvent, bon je commence positivement, vous dites souvent aussi qu'il faut mettre le client au centre dans la chaîne de valeur. J'ai deux questions, est-ce que le BIM peut être démultiplié en termes d'efficacité par l'IA, l'intelligence artificielle? Et deuxième question, est-ce que ça peut raccourcir les process de conception et de fabrication et aller vers des prix à la baisse en immobilier pour les collectivités, le résidentiel, les entreprises? Première question, est-ce que le BIM peut être démultiplié par l'IA? Deuxième, est-ce que ça peut avoir un impact économique à la baisse sur les prix? Alors, première question, oui, c'est évident. Le BIM, c'est quand même un process collaboratif absolument, mais surpuissant. Moi-même, on n'en voit pas les limites aujourd'hui. Les limites, elles sont plutôt humaines, collaboratives, humainement. Ce qui est très intéressant, c'est... alors moi, je bois du petit lait quand j'ai entendu vos discours, Philippe, Alain. En fin de compte, ce qu'on a peur, nous, souvent, c'est est-ce que c'est un jeu de chaises musicales et qui va sortir du jeu? Ouais. Les acteurs, aujourd'hui, c'est ça. Alors, Alain, il a mis les pieds dans le plat. Moi, je vais les mettre les pieds dans le plat aussi. Quid des professions réglementées demain?
Ben oui. En plus, avec les directives Mais- européennes, mais- où il y a une déréglementation. Alain, vous disiez, bientôt on va faire des requêtes pour concevoir des bâtiments, mais ça existe déjà. Il y a un logiciel très connu en France qui tient 80% du marché américain, qui propose déjà des requêtes. Donc c'est déjà, on est dedans, et on n'en voit pas les limites. Par contre, effectivement, alors je vais me faire des amis quand je dis quid des professions réglementées, je vais me faire des amis, je le sais, mais moi je fus profession réglementée. Je sais ce que ça a été. J'ai perdu mon titre. Et moi, ce que je réponds souvent, c'est pas parce que vous perdez un titre, ce que vous perdez, ce que vous avez entre les oreilles. Il faut faire marcher votre intelligence. Et comme vous l'avez dit, Philippe, l'intelligence collective. Je vais donner un exemple encore très concret. Alors ça, j'ai super aimé. À l'Intec, on a créé un logiciel, j'en ai parlé vite fait ce matin, on a mis 30 ans à le créer. Estima, anticipe. On fait, tenez-vous bien, des estimations sans plan. Mais alors, des bâtiments scolaires, du logement, et ainsi de suite. Quand on a dit ça, on a quasiment rayonné. Mais à l'intérieur de notre union professionnelle, on a mis 10 ans à débattre avant de l'ouvrir ou pas. C'est quand même incroyable. Et on a une pépite. Voilà. Avec les datas, vous avez accès, et Philippe de Sertine, vous faisait une allusion très très prometteuse, vous avez accès à toutes les datas. C'est le métier d'ancien maîtreur. Et, oui, et comme quoi, CQFD, la boucle est bouclée. Oui. D'ancien maîtreur, d'économiste de la construction, c'est un métier qui a une histoire passionnante. Voilà. Et là, vous avez accès, encore faut-il savoir les récolter, les traiter, respecter le RGPD. Tout à fait. Qui sera peut-être dépassé par la technologie à terme, le RGPD. Et voir qui en est propriétaire, puisque finalement, maintenant, le maître du jeu, ça va être celui qui va avoir les datas, mais à qui elles appartiennent aussi. Il y a une notion de droit. Alors ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je donnerai encore un exemple. Je crois que c'est en 2016, à l'intérieur du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, ils nous ont proposé une mission, parce que tout le monde disait le coût de la construction s'augmente, c'est toujours trop cher, et ainsi de suite. On s'est retroussé les manches avec les collègues. On a récupéré des projets finis sur les 10 dernières années. Et donc, on a récolté, je ne sais plus de 200. On a analysé nos données, nos propres données, vraiment réelles. Et on s'est rendu compte qu'il y avait... Alors, c'était au moment de la RT 2005, donc la réglementation thermique 2005. Il y a eu une augmentation de la courbe des coûts au tout début. Après, la courbe d'apprentissage est devenue flat. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? 2008, crise. Les prix ont commencé à chuter. Et en 10 ans, les prix de production de la construction, je ne parle pas des prix de vente, eh bien, ils n'ont pas augmenté. Ils ont même légèrement chuté. Donc c'est quand même incroyable. Et ça, c'est quand même des données. Et d'ailleurs, à l'époque, ça nous a valu un beau papier dans le Moniteur. Parce que tout le monde croyait que la raison de cette non-augmentation des prix. La raison, c'était. Alors là, c'est pas notre métier, mais c'était plutôt une économie globale. C'est l'économie de marché. Tout bête. D'accord. Tandis que là, ma deuxième question, c'était est-ce que l'IA va être un facteur de baisse des prix de l'immobilier ? Alors, voilà, je serai un peu prudent. Puisque raccourcissement des process. Alors, oui, mais il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que ce qu'on construit aujourd'hui n'est pas ce qu'on se construisait hier, et ce qu'on va construire demain sera encore différent. Alors, faire des comparaisons sur des outils, sur des objets différents, c'est tout le temps extrêmement compliqué. C'est-à-dire que la réglementation évolue en permanence, et après, comparer des objets qui n'existeront plus. C'est comme si on vous demandait de comparer, je sais pas, une maison qu'on construisait au 18e avec une maison qu'on construit au 21e. Ouais. Donc ça devient, pourquoi pas ? On peut le faire sur une courte échelle. Et puis, maintenant, ce qui va être très important au niveau de la data, c'est toute la réglementation énergie plus carbone moins, donc la RE 2020, qui va impacter le marché d'une façon absolument colossale. Et alors là, l'IA, c'est absolument génial, parce qu'on va pouvoir faire des coûts, par exemple, le poids carbone des bâtiments, grâce à l'outil numérique, on va pouvoir le calculer beaucoup plus facilement. On va pouvoir proposer à nos clients... Mais grâce à des capteurs ? Non, mais déjà, tout bête. On a les fiches, alors c'est un peu technique, mais on a fiches carbone. Sur chaque matériau, on a des fiches carbone. Si vous voulez faire le poids carbone d'un bâtiment, il y a 10 ou 15 ans, il fallait prendre chaque matériau des industriels et puis noter combien il y avait de poids de tel matériau dans le bâtiment. Machin. Mais avec la maquette numérique, les calculs se font quasiment automatiquement. Si les informations sont rentrées. Mais oui, mais il y a juste à rentrer, je dirais, l'information. Non, mais oui, tout le monde joue le jeu du collaboratif, de rentrer dans ça, c'est un autre problème. Alors, non, mais c'est une question. Ça, c'est un autre problème. Pour l'instant, c'est vraiment une vraie question. Mais ça veut dire que c'est au service du client et du consommateur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui proposer différentes alternatives, différents process. Mais là, l'être humain, il a tout son sens. Vous pouvez conseiller votre client, chose qu'avant, c'était extrêmement compliqué, c'était même abscon. La maquette numérique appartient au client ? Ah, alors ça... Je laisse la parole. Non, mais je prends l'exemple d'une société qui fabrique un site internet. Les codes sources appartiennent aux clients. Ça n'a pas toujours été le cas.
Mais c'est des sujets. Je ne dis pas que la réponse doit être oui, mais c'est des sujets en tout cas. Et on ne peut pas éluder la question pour ne serait-ce que mieux la traiter et la résoudre au profit de tout le monde. Et donc... Je crois qu'il faut analyser dans le cycle de vie la phase conception, réalisation, exploitation du bâtiment. Ouais. Dans la phase conception-réalisation, il y a tout le sujet de savoir qui est responsable de la donnée, de la qualité de la donnée à tout moment. Et plus il y a d'intervenants, plus il y a le problème du BIM manager, etc. Savoir est-ce qu'on reste toujours dans la tradition pour la conception-réalisation, plutôt la maîtrise d'œuvre, centre de gravité, ou est-ce que c'est une fonction d'évoluer chez le maître d'ouvrage? Enfin, c'est important d'être extrêmement clair là-dessus. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a un immense travail de formation de tous les acteurs de la filière. Formation initiale, formation continue, pour mettre à niveau tous les acteurs sur ces questions de gestion des datas, sur les questions de cycle de vie. Les évolutions des réglementations dont on vient de parler, la réglementation thermique, RT 2005, RT 2012, on ne s'intéressait qu'à l'énergétique, toujours plus. Mais là, avec la notion de cycle de vie et le poids carbone, c'est une vraie révolution. Il y a vraiment un immense travail de formation des acteurs là-dessus. Alors après, les datas dans la vie du bâtiment, lorsqu'il est en phase d'exploitation, ça c'est tout le rôle de la continuité entre les datas qui arrivent chez le propriétaire et la façon dont c'est tenu à jour par le propriétaire du bâtiment. Je peux dire que chez les bailleurs sociaux, c'est un sujet immense sur lequel, du reste, on avance beaucoup. On est tous en train, les bailleurs sociaux sont tous en train de numériser leur parc. Et il y a des gains de productivité considérables à faire. Faut-il encore que ce soit bien administré, que lorsqu'il y a un congé dans un logement, le technicien de base fait un changement, ça soit bien rentré dans la maquette, dans les datas. Donc il y a tout un process à bien organiser. Et il y a un immense travail de professionnalisation de toute la filière. Mais il y a un potentiel de capteur énorme, parce qu'on dit souvent, je connais mal le secteur, mais que la consommation du BTP, c'est 40% peut-être de la consommation énergétique. Bon, moins que le logement, ou que le logement notamment, moins que l'automobile, mais c'est plutôt... C'est la fabrication, mais c'est aussi les matériaux, la vie des matériaux. Vous pouvez la mettre dans votre fiche si vous remplissez l'information, si elle va dans la maquette. Mais aussi, les capteurs vont permettre de voir l'évolution, la dégradation des matériaux. Et les capteurs, ça va... Ce que disait Philippe de Sertine, c'est que, en fait, vaut mieux imaginer en angle 360, c'est parce que là, ça se trouve, le potentiel de data qu'on va récolter grâce aux capteurs, il est même inimaginable. Après, il faudra que ce soit... Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est-à-dire qu'il faudra que ce soit clair, exploitable, analysé, et l'éditeur des softs et de la plateforme de service qui saura croiser toutes les informations, on va y venir, celui qui saura croiser toute la valeur des informations, et la valeur d'une info A qui appartient à un tel copropriétaire, B qui appartient à un tel autre copropriétaire, mais s'il y a un petit algorithme qui fait que c'est une autre information à qui elle appartient, et c'est tout ce croisement et cet enrichissement d'informations exploitables qui va permettre de peut-être réguler encore mieux la température, parce que quand même l'enjeu il est là, l'IA n'est pas une finalité finalement, c'est la baisse de la température qui est notre finalité, celle de nos générations. Donc on peut penser que en fait le bouleversement va être total, vaut mieux essayer de l'imaginer, parce qu'on sait qu'on ne peut pas l'imaginer. Oui. Écoutez, ne vous faites pas de soucis sur la qualité des données. Moi, je vous fais le pronostic suivant. À partir du moment où il va y avoir une réglementation environnementale en 2020 ou 2021, c'est pas à une année près, c'est la discussion actuelle du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va faire le calcul carbone. L'Intec, les économistes de la construction ont bien compris que plus ils maîtrisent ce calcul carbone et plus ils sont indispensables. Alors, il faut bien comprendre que quand vous n'avez pas fait une fiche d'analyse de cycle de vie, on estime par défaut la quantité carbone, c'est-à-dire qu'on la rajoute, elle est plutôt plus forte que si vous faites une fiche. Alors, croyez-moi, ça va aller à toute vitesse. Tous ceux qui n'ont pas fait leur fiche vont se dépêcher pour faire leur fiche. Et si leur fiche est fausse, on me dit, eh bien évidemment, les concurrents disent « Oh, ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça ». Donc, on a eu la même chose sur la fiche environnementale et sanitaire. Donc, je pense que ça va se passer. Il faut bien comprendre que ça va se passer. Et ça, alors vous faisiez allusion, mais vous savez ce qu'on a découvert. Ce qu'on a découvert, c'est qu'avec des bâtiments neufs qui se mettent à consommer très peu pendant toute leur durée de vie, 50% de l'effet de serre est au moment de la construction. Donc, il faut y regarder à deux fois s'il faut vraiment construire des logements neufs. Donc, vous voyez, l'ambiance, là aussi, je fais très attention. Mais il faut utiliser au maximum les bâtiments existants. Ensuite, il faut décarboner, parce que le carbone qui est mis dans l'atmosphère, les 50%, c'est tout de suite. Donc, si vous voulez, la question du carbone dans la construction, c'est la question la plus
extraordinaire, il faut la faire. Bon, après, vous ne me redonnerez pas la parole, je sens ça, donc je vais dire deux choses. Si, je crois que vous la redonnez tout à l'heure. Non, mais je l'ai dit quand même, c'est comme ça, j'ai pris un petit acompte. Alors, c'est une bonne méthode. Non, mais pour dire que Calibat, parce que je suis aussi président de Calibat, vous pouvez dire, ils causent, mais qu'est-ce qu'ils font à Calibat? Alors, Calibat, on vous le dit, c'est très clair. Nous, on pense que ça va vers le BIM, donc on pense qu'il faudra donner des informations pour les prescripteurs qui choisissent ces entreprises, pour savoir si les entreprises maîtrisent bien ou pas le BIM. Si je prends une comparaison, est-ce qu'ils sont fluents en anglais ou pas fluents, ou juste débutants? Et donc, alors ça se fait avec les professionnels au moment où on nous dira que le BIM se développe, mais comme le BIM va se développer, à ce moment-là, on annoncera, c'est sûr, qu'il y aura une mention est à l'aise dans le BIM ou pas, en fonction de la formation, etc. Et il y a une deuxième chose aussi, parce qu'on n'en a pas peut-être assez parlé, ces bâtiments très performants en service, c'est avec des objets connectés. Vous avez vu, des objets connectés. Donc on pense que des métiers traditionnels sont impactés parce que, par exemple, dans les menuiseries, ils installent des menuiseries qui se lèvent, etc., sont automatiques, etc. Le monde du chauffage installe des thermostats, etc. Donc là, les chauffagistes, etc., les menuisiers, ça va être des métiers impactés par les objets connectés. Là aussi, nous pensons qu'il faut donner une information à tous les prescripteurs d'entreprise pour savoir si cette entreprise maîtrise ou pas les objets connectés. Et dernière chose, après je me tais, c'est sûr, l'histoire du thermostat et de la valeur des données. Tout le monde sait que c'est Google qui a acheté à un prix déraisonnable Nest, le fabricant de thermostats. Ce n'est pas parce qu'il s'intéresse à la température. Il veut voir comment vous vivez. Il veut voir si vous vivez à 22 ou 23 degrés ou si vous vivez à 19. Il va le savoir. Si vous vivez à 19, vous allez avoir de la pub sur les pullovers, etc., etc. Si vous vivez à 22, 23, vous aurez de la pub sur les bermudas et les chemisettes. C'est-à-dire qu'il veut, non, mais c'est pas, il veut savoir ça. C'est une intrusion pour avoir une politique commerciale. Et donc, c'est très important de savoir si c'est Google. Mais Apple a déjà l'information. Hein. Vous avez des applis sur la température et Apple a déjà ces informations. Bon, donc, c'est tous les GAFA. Vous dites que la partie est jouée. Ah non, je ne dis pas ça. Je dis que ce que vous dites est très important. Mais qu'ils ont déjà ces informations parce qu'il faut avoir l'accès à... Ils ont racheté Nest, Apple a le terminal ou Samsung dont on ne se sépare jamais. Il y a une petite appli sur la température, donc ils savent quelle est la température de notre environnement. C'est-à-dire que les jeux sont déjà faits, mais ils ont déjà les informations. Nous, on voit quand même qu'on a un potentiel énorme en France. On a des chercheurs, on a des économistes de la construction pour parler du secteur qui savent traiter un projet sous l'angle économie de l'information et de la data. Il y a le BIM qui est un capteur d'information si tout le monde la joue collaborative. Donc il y a plein de potentiel. J'aimerais qu'on conclue, cette émission sur cette conférence, mais vous pouvez intervenir quand vous voulez, on a vu nos points forts et on a vu le potentiel. Qu'est-ce qui nous manque? Et je fais un petit clin d'œil entre guillemets à Amal et Philippe, et puis aussi sur l'économie de la construction qui est là et les acteurs du BTP. Qu'est-ce qui nous manque pour réussir l'IA en France? Elle est un peu biaisée la question, mais... je pense pertinente. Qu'est-ce qui nous manque pour réussir l'IA? Alors, de mon point de vue, il manque beaucoup de choses. La première, c'est la formation. La deuxième, c'est la culture de l'IA dans la société. Là, je ne peux pas ne rien dire sur ce que j'ai entendu sur les données des bâtiments. On est en train de parler des données personnelles et en même temps, on parle de l'empreinte carbone. Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. On parle de data, les capteurs vont envoyer des data, les capteurs envoient des signaux. On est loin encore d'avoir de la data. Et ce qui nous intéresse au niveau de l'IA, lorsqu'on se plonge dans la pyramide cognitive, c'est les signaux, la data, l'information, la connaissance et la conscience. Avant d'arriver à faire des choses intéressantes avec les signaux qui remontent des capteurs, il y a un petit peu de chemin à faire avant d'arriver. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que telle personne se trouve dans un espace vectoriel avec 3 dimensions, avec telle et telle coordonnée. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, par exemple, c'est une information. J'ai besoin d'une connaissance qualitative qui me dit que Philippe est juste à côté de moi ou il est à 3 km. Et ces transformations de l'information, du signal à la donnée, à l'information, à la connaissance, voire la conscience de
Est-ce que c'est une situation intéressante ou pas? Est-ce que c'est une situation critique ou pas? Toutes ces transformations vont être opérées par l'intelligence artificielle. Donc nous, on a travaillé sur le bâtiment intelligent. Donc je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Et ce que nous avons fait, on a travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la privacy by design. On a utilisé des capteurs qui ne repassent pas, qui ne font pas passer l'information par les serveurs. Tout simplement parce qu'on donne aux citoyens qui habitent dans le bâtiment la capacité de dire non, ce qui se passe chez moi, je n'ai pas envie qu'il soit googlisé, je n'ai pas envie qu'il soit stocké dans un cloud quelconque. Je veux que les informations, je veux que je sois la seule ou le seul à savoir qu'est-ce qu'il y a comme machine connectée chez moi, qu'est-ce qu'il y a comme application qui tourne chez moi. Et les résultats de ces informations peuvent aider le résident qui va traiter ces Alors, informations. On donne aux résidents, lorsqu'on installe ces infrastructures, ces middleware, on donne la capacité aux résidents de définir la politique de privacy qu'il veut mettre en place. Mais c'est lui qui est maître. Mais c'est digérable pour lui, c'est exploitable pour lui, c'est clair les informations? Parce que la force oui, des Google, moi, c'est que... Moi, j'ai envie de projeter mes photos sur la télé du voisin. Le voisin a le droit de me dire non. J'ai pas envie de voir vos photos. J'ai envie de voir la personne qui sonne à l'entrée de la maison de mon voisin, ou j'ai pas envie. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on peut, en utilisant des techniques, toujours de privacy by design, définir des vraies politiques de partage d'informations au niveau des bâtiments intelligents. Mais le bâtiment intelligent, c'est un exemple. Ça peut être la ville, ça peut être le quartier, ça peut être le territoire. C'est-à-dire qu'on peut donner, encore une fois, aux citoyens la possibilité de réfléchir à ce qu'ils ont envie de partager ou pas, et qu'on ne soit pas drivé par des problématiques technologiques pures. Par analogie, c'est un peu le concept du moteur de recherche Quant par rapport à Google. Oui, par exemple, oui, tout à fait. Donc moi, aujourd'hui, je pense que la donnée, c'est bien. Savoir qui partage quoi avec qui, c'est encore mieux. Donc à la question pour réussir l'IA, vous dites qu'il y a la formation, mais il y a aussi la condition sine qua non la de bien protéger l'information. La formation, on pourrait faire une séance là-dessus. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On en a parlé un petit peu ce matin. Vous avez parlé de problèmes de manque culturel aussi, qui oui, sont alors, corollaires. Pour moi, aujourd'hui, vraiment, la formation, c'est quelque chose qui est plus facile à mettre en place qu'un partage de culture par rapport aux enjeux de l'IA et aux dangers de l'IA, mais aussi aux apports potentiels de l'IA. Donc, la formation, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je l'ai dit ce matin. Moi, je pense personnellement que l'intelligence artificielle doit être introduite dans les classes élémentaires. Dès le début, on doit apprendre un peu plus de mathématiques, un peu plus d'algorithmique. C'est intéressant de poser la question à notre ministre de l'Éducation parce qu'il est très féru de sciences cognitives et il sait ce que c'est que le digital. Il a été aux États-Unis et à mon avis, il aurait un certain intérêt pour cette idée. Après, il y a des choses qui sont compliquées à appliquer dans le système de la Maison Éducation nationale aussi. Là, je parle sous ma responsabilité. Bien sûr, on peut commencer modeste. Mais c'est partagé. L'IA, on a vu que par exemple, en Finlande, ils ont décidé que 1% de la population, alors c'est peut-être un peu arbitraire, devait être formé à l'IA. 1% de la population, c'est 600 000 personnes, donc c'est rien par rapport à la France. Mais c'est un principe. C'est former tout le monde, toute classe, tout statut et toute tranche d'âge à l'IA. Je pense que la formation, je l'ai dit tout à l'heure à table, pour moi, elle doit être virale. C'est-à-dire qu'il faut propager cette formation en commençant par les petits qui grandissent. Les petits grandissent très très vite. D'accord ? Lorsque moi, les enfants arrivent à la maison, ils savent quelque chose, ils partagent avec les parents, qui partagent avec les grands-parents. Et ça ne peut être que dans ce sens, vertical, mais des plus petits vers les plus grands. Aujourd'hui, on voit que la capacité des plus jeunes, enfin, c'est un autre débat, mais ils ont une capacité à maîtriser le digital qui est exponentielle par rapport aux personnes âgées. Et ils sont très à l'aise avec ça. Et lorsqu'ils vont découvrir les petits robots, lorsqu'ils vont découvrir ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on peut espérer beaucoup de choses. Mais comme toute technologie, elle doit s'accompagner avec des vrais ancrages sociologiques et philosophiques. Je terminerai là-dessus. Pour moi, il est très important de comprendre les vrais enjeux de tout ce qui est disruptif. L'intelligence artificielle, elle nous touche déjà dans nos sens les plus intimes. La voix. Elle nous parle. La vision, elle nous regarde. Vous traversez le paraphe, vous n'avez plus besoin de votre passeport. Vous arrivez à l'aéroport, vous n'avez plus besoin de rien. Vous passez avec votre truc, votre téléphone. Enfin, aujourd'hui,
l'intelligence artificielle est tellement intrusive et tellement pervasive que c'est très difficile d'y échapper. Donc, le vrai problème, c'est comment changer les mentalités dans le bon sens pour s'approprier ces technologies et vivre avec et les partager pour un bien-être collectif. Et on retiendra votre idée, former les classes élémentaires ou dans le primaire à l'intelligence artificielle. Philippe, qu'est-ce qui manque? On peut positiver la question, mais qu'est-ce qui manque pour réussir l'IA en France? Parce qu'on a des forces, si on fait un SWOT, strengths, weakness, etc. On a un potentiel, mais qu'est-ce qui manque? Donc, je dirais deux choses. Enfin, je dis tout de suite les deux choses et puis après je développe. Un, effectivement, peut-être qui recoupe, mais même encore plus fort par rapport à tout ce qu'on a dit, pas avoir peur. Pas avoir peur. Ça, mais vraiment, moi, je me souviens, donc du coup, je ne dis pas encore le deuxième élément, qui sera l'argent, le financement. Mais pas avoir peur, je me souviens d'avoir été, c'était joli, c'était à Venise, on était dans un grand congrès organisé où il y avait des politiques, des grands industriels européens et tous les gros industriels de Californie américains. Et je me souviens, j'avais été appelé à intervenir et il y a l'ambassadrice américaine des États-Unis auprès de l'Union européenne, à la fin, parce qu'on était quelques-uns à avoir eu justement un peu un langage comme ça, qui nous avait dit, vous savez, ce qui nous frappe tout le temps, c'est qu'on a l'impression qu'en Europe, vous êtes des consommateurs et pas des producteurs. Vous êtes sans arrêt en train de dire comment il va falloir qu'on se défende. Il faudrait mieux qu'on ait nos propres structures qui commencent véritablement à utiliser la data. Et je suis désolé, Alain, mais c'est vrai que vous déplorez que quand il fasse 18 degrés, on vous dise qu'on va vous amener un pullover. Moi, je suis très content. Enfin, je veux dire, vous voyez, faut arrêter d'être sans arrêt en train de diaboliser cette approche-là, qui effectivement nous pose problème, parce que, ce sont des Américains, et demain, ce seront des Chinois. Parce que là, il n'y a aucun doute, on n'y est pas. Les Européens, il y a 0 Européens qui sont des géants réels par rapport à ça. Résultat, les RGPD. Ce que vous disiez, Yves, évidemment, vous avez raison, que quand vous cherchez à savoir s'il y a une personne âgée ou une personne handicapée dans un logement social, on ne le sait pas. Mais Apple le sait. Amazon le sait. Et d'ailleurs, il a demandé à chaque fois, est-ce que vous acceptez que je prenne vos données? Et vous êtes sans arrêt toute la journée en train de dire, j'accepte de faire venir des cookies, j'accepte le changement. Vous êtes en train d'accepter tout le temps de donner vos données à des groupes étrangers. Mais quand c'est le malheureux architecte ou le malheureux constructeur ou bailleur social français, alors on va dire, ah non, ça c'est ma liberté, je veux ça, je veux pas que personne le sache. Mais vous rigolez, tout le monde le sait. Puis en plus d'ailleurs, vous n'arrêtez pas de donner vos données depuis des années. Votre inspecteur du fisc, il sait combien vous avez eu d'enfants, avec qui vous êtes marié avant, etc. Il sait tout. Ça vous dérange pas, c'est normal, c'est le fisc. Ben non, c'est... enfin, vous voyez, il faut arrêter cette espèce de logique là, depuis qu'on est sur la data, où alors on a l'impression que les Français, les Européens, ils sont complètement opaques de tout le monde et que effectivement c'est leur liberté. Enfin, faut arrêter. On est sans arrêt en train de donner des informations, sans arrêt, y compris à votre supermarché, y compris à votre voisin, y compris à tout le monde. Mais là, tout d'un coup, quand c'est la techno, alors là, on s'affole en disant c'est terrible, j'ai pas envie que Apple, Google le sachent. D'abord, il le sait. Et puis surtout, t'empêches, avec la RGPD, cette super invention européenne, on empêche l'émergence d'un groupe européen. Donc là, on va être super contents, c'est les Chinois qui vont savoir. Mais eux, ils auront contourné notre RGPD et on sera complètement dans les choux. Donc il y a quand même vraiment un moment donné, notamment évidemment dans ce secteur, où il va falloir qu'on fasse comprendre que la question de la donnée, elle est primordiale, mais que si ça continue, toute la donnée qu'on collecte, c'est les autres qui vont l'exploiter et qui vont la valoriser. Mais voyez Cyril, mais même vous là, vous n'avez pas arrêté sans cesse de dire « Ah là là, on en a marre, tout le monde est en train de regarder. » Oui, ben oui, d'accord, mais ça n'arrête pas. Jamais, j'ai posé des questions de façon objective. Dans votre bagnole, à aucun moment je n'ai eu peur. Dans votre bagnole, vous n'arrêtez pas d'avoir la data. Je sais, Alain, que vous n'êtes pas d'accord. Mais non, mais c'est pour abonder. Je fais comme Alain, comme j'ai le micro, je le garde. C'est très politique. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la première chose, à mon avis, très important à comprendre, c'est qu'on est en retard. Non, mais il ne faut pas que vous ayez peur que l'autre ait peur. Parce que je n'ai pas peur. Non, mais c'est ça. Non, mais alors, donc, et pour le coup, vous voyez, quand le rapport de Cédric Villani était formidable là-dessus, parce qu'il aborde la deuxième question, en disant, à force d'être comme ça, résultat, on met aucun moyen. C'est-à-dire, il faut être clair, quoi. Cédric Villani, il dit entre quatre yeux à notre président de la République, qui est jeune, normalement, qui devrait être plein d'allant là-dessus, il lui dit, minimum, il faut y aller à 40 milliards. Et là, l'autre le regarde en lui disant, finance publique, comment on va faire? Ça ne nous dérange pas de foutre 40 milliards dans la dette de la SNCF. Ça c'est normal, sinon on va bloquer les trains et tout. Hein. Donc ça, non, ça c'est Alors normal. on a un petit plan à 700 millions, je crois. Hein, 900 millions. Non, 900 millions. Je vous ai retrouvé 200 millions. Mais c'est ridicule. C'est juste ridicule. C'est-à-dire on est dans un truc où on se trompe totalement d'échelle.
la vraie question qui se pose dans vos professions, dans la construction, de dire quand on est en train de dire si c'est des industriels qui vont arriver, qui vont utiliser la data, déjà la question, ça va être de dire ils sont de quelle nationalité les industriels en question. Parce que je crois que vous avez eu ce matin une présentation formidable sur l'imprimante 3D appliquée à la construction. Il y a des startups en France. Non, mais en Chine, vous avez des groupes, ça y est, ils sont en train de dire on va tout redéfinir. Et là-bas, la question ne se pose plus. Bon, il est vrai que la question de la data, là, pour le coup, là, en Chine, la personne, est-ce que les gens la gardent? Ça, la question, elle est réglée depuis longtemps. Bien sûr. Donc, mais vous voyez qu'il y a quand même. On sait à quoi elle sert. Mais oui, non, mais quand même, on est dans un monde qui est en train de changer à toute vitesse. Répétons-le, c'est une question planétaire. On ne peut pas se permettre de raisonner avec notre petit raisonnement, notre petite philosophie en disant, moi, personnellement, je pense que. Non, mais il y a vraiment une question, c'est de dire, est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on maîtrise un tout petit peu notre destin? Et donc, dernière question absolument cruciale, quels sont les moyens qu'on met là-dedans? Le financement, voilà. Et les moyens qu'on met là-dedans, dans votre profession, il va falloir vraiment penser finance. Parce que je crois que d'abord, évidemment, on voit au niveau public déjà, je disais, moi je me suis beaucoup intéressé au Crédit Immobilier de France, à tout le financement autour de la construction, et Dieu sait si, à l'heure où je vous parle, on a un vrai souci, on va avoir un souci de plus en plus important en disant, mais c'est quoi les moyens exactement qu'on met en face de la construction? Ce que je disais tout à l'heure avant qu'on commence, il y a un truc que les économistes savent effectivement, c'est que quand le bâtiment, non pas quand le bâtiment va, tout va, mais quand le bâtiment ne va pas, rien ne va. Ça, c'est clair. Et on n'est pas loin de ce moment-là. On est en train de revenir là sur quelque chose. Enfin, je ne sais pas si vous avez noté, quoi, s'il y a un secteur dans lequel on va mettre en place le contrôle des CDD à usage, ce n'est pas dans toute l'économie. Ceux qui n'ont pas su se défendre, ils sont en plein dedans. Et les premiers, évidemment, bon, vous avez le tourisme et le bâtiment. Comme par hasard, quoi. Et donc là, vous allez vous prendre la réglementation en plus, la vague supplémentaire et les coûts supplémentaires associés à la réglementation. Donc la vraie question, c'est de dire maintenant comment on va faire rentrer l'argent massivement. L'argent, il y en a énormément. Il peut venir sur des secteurs comme la construction privilégiés. Parce que c'est le besoin humain. Dire je loge les gens, je les loge décemment, je les loge par rapport à leurs besoins de demain qui peuvent être les questions de santé, etc. Mais ça, tous les investisseurs du monde y sont intéressés. La seule chose, c'est qu'il faut que vous parliez de la finance de demain. La langue de la finance de demain, ça va être de dire comment je traduis tous ces éléments qu'on a évoqués par des indicateurs qui vont faire que vous pouvez lever des fonds qui s'appelleront des green funds, qui s'appelleront des climate funds, qui s'appelleront, on va dire, des nouvelles approches globales, on va dire, sociales, environnementales, funds. Tout l'argent est prêt à venir là-dedans. Mais si vous êtes les derniers à passer dans ces indicateurs, c'est-à-dire avoir une stratégie financière en disant comment on fait pour lever de l'argent, eh bien vous ne l'aurez pas. Et là, ce n'est pas que vous allez être malheureux, c'est que c'est le pays entier, c'est notre continent entier qui va être malheureux, particulièrement notre pays, la France. On va se rendre compte en disant « Ah, dis donc, on a tué beaucoup d'industries, on vient aussi de tuer au passage le bâtiment. » Vous n'en avez même pas rendu compte, mais on l'a tué aussi au passage. « Ah oui, mais tu comprends, c'était trop important, machin. » Oui, très bien, bravo. Et à la fin, tu as des Chinois qui viennent te construire tes bâtiments. Et tu vas être super content. Donc je crois qu'il y a une question là, de stratégie et une question de moyens derrière la stratégie. Et moi, vraiment, je vous appelle là-dessus parce que j'ai eu le même problème sur l'agriculture et l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est la dernière grande industrie française. C'est plus important que l'aéronautique, c'est plus important que l'automobile. Et on est en train de la cisailler, littéralement, le blé, avec exactement les trucs. Comme là, donc, je ne veux plus manger de viande, je ne veux plus manger de machin, je veux plus, etc. Résultat, je vais bouffer de la viande allemande demain. C'est-à-dire, on va finir par le fait qu'on aura flingué tout le monde. Exactement ce qui s'est passé dans la sidérurgie, ce qui se passe. Vraiment, vous voyez comment on a tué l'industrie française avec plein de grands principes, super grands principes qu'on n'applique pas les voisins. Donc on tue le truc chez nous et après on achète chez les voisins. Donc résultat, vous n'avez pas les principes et deux, vous n'avez plus l'industrie. C'est sûr. Et le risque, on est d'accord, le pire des risques, c'est d'avoir peur. Ça, c'est clair. Oui, c'est même humain. Mais c'est ce qu'on apprend aux enfants d'ailleurs. Mais le risque, c'est que ce soit des Chinois, des Américains, tous ceux qui détestent l'Europe, dont on parle beaucoup. Tous ceux qui veulent la peau de l'Europe, ils sont nombreux. Les Allemands, les Néerlandais aussi. Enfin, c'est pas qu'ils veulent la peau de l'Europe, mais c'est qu'ils peuvent être moins bêtes que nous. Quoi. Non, mais c'est qu'il y a aussi que ce soit même pas d'autres États, c'est que ce soit des entreprises qui deviennent souveraines. Des GAFA. Arrêtez, Cyril. Ah non, là, y a les GAFA, ils sont au service du gouvernement américain. On s'en est très très bien rendu compte. Oui, ça c'est clair. Parce que quand la NSA dit donnez-moi les informations sur tous les appels sur l'Europe, croyez-moi que Google ou Apple, ils n'ont pas dit ah oui, non mais moi je suis puissant, j'ai pas envie de vous le donner. C'est même dans la loi américaine. Oui, puis quand c'est dans la loi américaine, je peux vous dire que le patron américain, il le comprend très bien. Bien sûr. Mais il y a quand même le risque de souveraineté. Pour conclure, il y a une question pour chacun de vous trois experts du BTP. Est-ce que la filière BTP est proactive pour financer et réussir l'IA dans le secteur, qui est un secteur pourvoyeur d'économie, de services et de bien-être, très générateur pour l'ensemble de la population et de la politique française?
Mais c'est la question. Hein. Ouais, je vais répondre en rebondissant non, sur mais ce qu'a dit Philippe. je tiens à cette question. Ouais. Parce que c'est Moi, pas parce qu'elle est amenée par Philippe de Sertine, mais c'est une question qui peut être dérangeante. Mais est-ce que la filière BTP est proactive? L'automobile l'est depuis quelques années, mais ils y ont été à reculons. Au départ, c'était dramatique d'entendre ce qu'on voyait. Est-ce que le BTP est proactif pour financer et développer l'IA en France? Moi, ma vision est simple là-dessus. Je suis frappé de voir comment tous les acteurs ont envie d'avancer, qu'il y a un sujet majeur de formation, il y a de l'appétit pour avancer. Et après, par rapport à la question du financement, j'ai une position plus nuancée que vous, Philippe, parce que je pense qu'on part de tellement bas qu'il y a tout un champ de progrès sans toucher à la vie privée des gens, tout simplement pour améliorer la meilleure gestion des ascenseurs, du chauffage, de la sécurité, des immeubles, des écoles, etc. Il y a un champ immense en la matière à faire sur lesquels le modèle économique, il est simple. C'est tout simplement avec des objets connectés, mieux pilotés, interopérables. On gagnera en économie dans tout ça. L'interopérabilité est stratégique. C'est stratégique. Ouais. Pascal? Il faut être très court parce que je crois qu'il y a des contingences de train. Oui. Pour conclure, il ne faut pas avoir peur, mais je tremble de tout mon corps. Plus sérieusement, j'ai trouvé très intéressant tout ce que tout le monde a dit. Moi, je ne suis pas un expert de l'IA, je vis simplement dans ma profession aujourd'hui. Je dirais simplement, ce qu'on a vécu sur le CITE, c'était ubuesque pour quelques centaines de millions d'euros. Alors, mais bon, je crois quand même en mon pays, à l'intelligence humaine aussi et non artificielle. Donc j'espère qu'on va prendre conscience quand même que c'est urgent, quoi. Et ça commence certainement à l'école. Oui, c'est clair. Mais ça concerne aussi les pouvoirs publics. J'avais dit que je disais finalement, vous voyez. Non, moi, la principale obstacle, c'est que je pense que le monde du bâtiment n'a pas dans ses gènes de départ de jouer collectif. Et c'est un vrai sujet. C'est un basculement sur quand on se rassemble dans le bâtiment, chaque acteur se dit quelle va être ma part de marché, etc. Et moi, je pense que sur cette question de l'arrivée du digital et du numérique, si on pouvait se mettre dans la tête que chaque acteur apporte quelque chose et que l'équipe bâtiment, elle est plus puissante si elle se passe le ballon, si elle joue ensemble, que si chacun veut tirer son... Bien sûr. Et je pense que c'est ça le vrai sujet du bâtiment. Merci. Merci.